camarade, je ne te fais pas l'affront de te demander si tu consens à cet enregistrement de podcast. J'ai le plaisir d'y consentir pour la première fois. Deuxième fois, Ah, deuxième fois, c'est vrai, deuxième fois. et non pas la C'est vieux. seconde. Alors, ton visage est un petit peu bas. Je pense que tu aurais tout intérêt à incliner légèrement ton écran Alors, vers le attends. bas. Incliné, comme ça? Voilà. Ah, Comme, exactement. comme ça, c'est mieux? T'es encore plus beau, encore Ah, bon, bah, plus c'est beau bien. gosse. Alors, on croise les doigts pour que l'enregistrement fonctionne. On s'excuse par avance pour la qualité de l'image qui n'est pas à la hauteur de mes standards, mais bon, de temps en temps, il faut aussi faire avec les moyens du bord. Ce qui va suivre est une discussion semi-ouverte. Semi-ouverte, j'entends qu'elle va être guidée. Mon interlocuteur va se présenter dans quelques instants. Les yeux de lynx et de lièvre parmi vous l'auront peut-être reconnu. Mais bon, il va vous rappeler en quoi il est déjà passé sur la chaîne. La thématique du jour est tout autre que celle d'il y a maintenant 9 ans, 8 ans, euh, 2018. 7 ans, pardon. La thématique du jour est tout autre, c'est l'intelligence commerciale. Ce sont des podcasts semi-professionnels qui vont mêler psychologie et business dans une thématique que l'on espère, comme on dirait, si on était sur une chaîne business, on dirait cross-thématique. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir dans le langage populaire, le cul entre deux chaises, mais d'une manière que l'on espérera productive pour tous, sur une base très pratique d'anecdotes, de cas particuliers vécus par lui et par moi, où nos interlocuteurs ont fait preuve ou ont fait preuve d'intelligence commerciale ou d'absence d'intelligence commerciale. Enfin, un, que l'on voit ce que c'est, deux, que l'on en voit la puissance, le pouvoir, et trois, que l'on en voit aussi les limites. Et puis tout ça s'articule autour de toutes mes formations liées à la négociation, à la fidélisation et à l'entrepreneuriat en général. J'essaierai, dans la mesure du possible, de faire plus de contenu s'y rapprochant pour sortir un petit peu de l'étiquette de celui qui ne parle que des relations hommes-femmes. J'ai mis à peu près 15 ans à sortir de l'étiquette séduction. Ça y est, les gens ont globalement admis que je ne parlais pas que de drague, mais ils m'attachent encore trop à cette étiquette homme-femme alors que je suis quand même, à mon corps défendant, un entrepreneur à succès. Alors, à succès, le succès est relatif. Je n'ai pas un immeuble à Dubaï, mais néanmoins, il se trouve que par rapport à la majorité des Français, j'ai quand même un succès certain. Et donc, je pense qu'il est grandement lié à mon intelligence commerciale et j'aimerais, par ce biais de l'anecdote, vous faire rentrer un petit peu là-dedans. Alors, Maxime, commençons par une présentation que je vais, si tu veux, te confier. Après, je peux le faire, mais ça serait plus sympa que tu le fasses toi. Puis, nous nous demanderons ce que c'est que l'intelligence commerciale. Si tu as une définition, tu seras bienvenu à la partager. Puis, nous nous demanderons finalement pourquoi elle est si importante en ce moment. Et puis, nous enchaînerons trois anecdotes chacun de preuves de sa présence ou de son absence. Alors, je crois que toi, tu pencheras plutôt du côté d'interlocuteurs qui ont fait preuve d'intelligence commerciale à ton égard. Moi, bah, forcément, fidèle à ma réputation, je me plaindrai un peu, donc je raconterai plutôt des anecdotes où les interlocuteurs en ont manqué. Et je citerai à chaque fois, enfin, le plus souvent possible, les marques, les noms et les maisons. Et j'invite les plus curieux et ceux qui se demanderaient un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie les derniers mois à bien rester jusqu'au bout parce qu'il y en a un qui va prendre pour son grade et qui sera nommé. Voilà, il y a un cabinet d'expertise comptable qui va prendre pour son grade et qui ne sera certainement pas diffamé, mais qui sera objectivement noté. Et vous allez voir, ça va pas être à piquer des hannetons. À toi de jouer, Maxime. Eh bien, merci Stéphane de me recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Maxime Logereau. C'est la deuxième fois que nous tournons ensemble, effectivement sur deux thématiques complètement différentes, puisque la première fois que tu m'avais reçu, c'était dans le cadre de mon ancienne vie professionnelle, puisque j'étais caviste en 2018 et nous avions enregistré des vidéos sur le vin. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout cette activité de caviste, mais j'exerce une activité de gérant privé, donc simplement, je fais du conseil en gestion de patrimoine et de la protection sociale. L'objectif étant d'accompagner les particuliers et les professionnels dans la totalité de leurs enjeux patrimoniaux et personnels et ainsi de leur faciliter la vie. Finalement, ça ressemble un petit peu à ce que je faisais aussi quand j'étais caviste, mais j'apportais des facilités sur d'autres domaines. Mais l'objectif est toujours le même et on va peut-être pouvoir en parler après quand on parlera d'intelligence commerciale. Je crois que faciliter la vie de nos interlocuteurs est une des marques de l'intelligence commerciale.
La présence de Maxime n'est pas fortuite. Vous imaginez bien que, bon, si je reste en contact avec quelqu'un aussi longtemps et si je lui propose de partager une partie de mon audience, c'est que j'ai globalement confiance dans son éthique, dans ses pratiques, dans son approche commerciale. À titre personnel, Maxime est mon collaborateur sur ces sujets. Je ne dis pas que ça sera toujours le seul et l'unique. J'en aurai peut-être d'autres. En tout cas, j'atteste qu'il l'est depuis plusieurs années et que je lui fais suffisamment confiance pour j'aime pas l'expression recommander. Il est très rare que je recommande les gens et quand je le fais, c'est en privé. Ce n'est jamais publiquement devant un panel de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes. Néanmoins, ceux qui auraient des problématiques et des situations à présenter à Maxime, je pense qu'ils auraient tout intérêt à le faire. Après, je ne préjuge pas de ce qui adviendra. Je ne préjuge pas que votre cas soit susceptible de rentrer dans les cordes de Maxime et que les prestations de Maxime soient susceptibles d'être ce que vous attendez. Néanmoins, vous faites comme vous voulez, mais je ne vous aurais pas représenté cette personne 7 ans après si elle ne m'avait pas inspiré l'envie de le faire. Voilà une subtile recommandation matinée d'une certaine précaution d'usage. Et puis ça sera toujours un petit tacle il y a toujours quelques fâcheux qui disent que je suis insupportable et que mes collaborations ne durent pas longtemps. Bah, Alexandre, ça va bientôt faire 20 ans. Maxime, ça fait 7 ans. Mon développeur, ça doit faire quelque chose comme 17 ans. Nono, ça doit faire 6 ans. Donc, pour quelqu'un d'insupportable au travail, je pense qu'il y a pire. Voilà, fin du chapitre. Alors, as-tu une brève... Ah oui, et dernière précision, nous n'allons pas filmer l'intégralité de l'enregistrement pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne vois aucun intérêt à le faire. La seconde, c'est que la nuit va tomber dans une grosse quarantaine de minutes et que la qualité de l'image va baisser. Donc à ce moment-là, nous basculerons en audio, puisque de toute façon, il est évident que personne ne va écouter, enfin ne va regarder en plan fixe même deux beaux gosses tels que nous, avec une image médiocre et un éclairage médiocre pendant 2 heures. De toute façon, on sait très bien que vous allez passer en audio, donc il y a un moment où on vous fera coucou, on tirera le rideau comme on faisait avec Léo à l'époque, et on passera en audio. Alors Maxime, aurais-tu une maxime Aurais-tu une maxime, une sentence, un aphorisme permettant de résumer ce qu'on appelle l'intelligence commerciale, qui n'est pas l'intelligence relationnelle, qui n'est pas l'intelligence émotionnelle, qui est autre chose, mais quoi? J'ai peut-être alors j'ai pas la prétention littéraire d'être capable de te livrer un aphorisme, mais j'ai peut-être quelques qualificatifs qu'on peut mettre derrière la notion d'intelligence commerciale et une phrase que je te livrerai et que malheureusement on entend trop peu chez les commerciaux de nos jours. Je t'en parlerai à la fin de mon propos. Je pense que l'intelligence commerciale, c'est quelque chose qui est à la fois très simple et très difficile à acquérir, puisque elle nécessite d'avoir une tendance assez profonde à l'honnêteté, au désintérêt, c'est-à-dire au fait de faire passer quand même les intérêts de ton interlocuteur avant les tiens dans le cadre d'une relation commerciale, et également à l'humilité. Et c'est là où je vais revenir sur le troisième point, c'est que l'humilité, aujourd'hui, on n'en a plus du tout, et rares sont les gens qui prononcent cette phrase qui tient en 6 mots, je vous présente mes excuses car. Et en fait, dans les milieux commerciaux aujourd'hui, ChatGPT le fait beaucoup. Hein. Il dit une connerie sur deux et c'est ah oui, mes excuses, je me suis trompé, j'ai donné une fausse info, voilà le correctif. voilà, et il a beaucoup plus d'intelligence commerciale, bizarrement, que d'autres personnes. Il va être redoutable lorsqu'il aura des produits à vendre. Mais en effet, aujourd'hui, les gens ne présentent plus du tout d'excuses lorsqu'ils sont dans une situation où ils ont commis une erreur. Et je crois que c'est déjà le début de l'intelligence commerciale que d'être capable d'admettre qu'on a fait une erreur et qu'on va présenter les excuses qui s'imposent, assumer cette erreur et présenter une solution ensuite face à cette erreur. Alors fort heureusement, je suis pas amené à le faire tous les jours, hein, mais quand il faut le faire, il faut savoir le faire. Et c'est là que je remarque le plus gros manque d'intelligence commerciale aujourd'hui chez les gens. On sera amené à en reparler pendant l'entretien, je pense. Donc, j'ai un peu de Oui, difficulté à te synthétiser ce qu'est l'intelligence commerciale. En tout cas, là, je viens de t'expliquer comment elle s'exprime à mes yeux et donc comment, par définition, elle ne s'exprime que trop rarement chez les autres. alors, tu penses bien que j'ai moi-même réfléchi à la question, d'une part parce que c'est ma question, et d'autre part, puisque le podcast, nous pensons l'enregistrer depuis maintenant au moins 4 ou 5 semaines.
Et comme avec tous les podcasts, on est toujours retardé, qui par les impératifs de l'un, qui par les impératifs de l'autre, qui par le son, qui par l'image, qui par la lumière, qui par la technique. Nous devions l'enregistrer pour ne rien vous cacher vendredi dernier, et puis j'avais pas de fibre. Mon Wi-Fi m'a laissé en rade. Bon, bref, enfin tous les intervieweurs connaissent ce type de problématique. Alors j'ai eu le temps d'y penser, et voilà ma définition. La tienne, Maxime, me plaît, mais elle me plaît plus en tant que marqueur, en tant que témoin, qu'en tant que définition. C'est-à-dire qu'effectivement, le marqueur de quelqu'un qui en possède, c'est souvent qui présente des excuses, mais ça ne me semble pas être une définition. En tout cas, voilà celle que je propose de mon côté. La, L'absence d'intelligence commerciale, hein, je raisonne par la négative, l'absence d'intelligence commerciale me semble me relever d'une erreur d'estimation. Et l'intelligence commerciale, c'est une bonne et juste estimation de ce que va me coûter un geste au regard de ce qu'il est susceptible de me rapporter. Faire preuve d'intelligence commerciale, c'est faire une petite dépense, que cette dépense soit fiduciaire, qu'elle soit en temps ou qu'elle soit en énergie, pour un gros gain. Manquer d'intelligence commerciale, c'est rapiner une somme qui est très inférieure au dommage, au préjudice que va me coûter le fait d'avoir fâché ce client. Pour moi, c'est ça la pierre de touche. C'est l'intelligence commerciale. C'est une petite dépense qui va me conserver, me fidéliser, voire même me conquérir un client. L'absence d'intelligence commerciale, c'est une petite économie qui va me coûter non seulement un client, hein, bonjour le cabinet comptable dont on parlera à la fin de la vidéo, encore une fois, c'est très très rare. Vous êtes témoin, historiquement, je ne dénigre jamais personne publiquement, mais alors quand je le fais, c'est que c'est mérité. C'est l'économie d'une excuse, d'une petite heure de temps, de quelques centaines d'euros, qui vont me coûter non seulement de perdre le client, mais également ma réputation. Voilà ma définition. C'est une mauvaise estimation d'un coût immédiat versus un bénéfice ou un préjudice à court ou moyen terme. Je sais pas ce que tu en penses, camarade, on n'a pas échangé sur ce sujet. Je l'ai fait exprès pour avoir le privilège de ta surprise, voilà, pour pas que ça sonne trop convenu. Bah, on se rapproche en fait de ce que j'ai voulu exprimer. Effectivement, elle est très bonne ta définition. C'est quand je donne l'exemple du fait de présenter les excuses, c'est un coup sur le coup parce que bah, c'est pas agréable Oui, et ça coûte un peu, ça. ouais, et faire cet investissement, que ce soit de visu ou par téléphone avec quelqu'un, ça te coûte, mais en fait ça te rapporte la plupart du temps, ou en tout cas ça diminue les effets de tes erreurs. Et ça, on peut le retrouver en effet dans de multiples domaines où quelquefois quand j'étais caviste, par exemple, on n'est pas sur les anecdotes dont on parle, mais quand j'étais caviste, régulièrement, une personne qui t'achetait un, deux, trois cartons de vin, bah, tu glissais une bouteille de la prochaine cuvée dont tu te disais, tiens, cette personne aime bien le chardonnay, je vais lui mettre une petite bouteille de Bourgogne ou une petite bouteille de chardonnay dans le Languedoc, ça changera. Et puis, c'était toujours apprécié. En tant que caviste, ça te coûtait pas très cher, Ah puisqu'il non, y a quand même une grosse différence parce entre que le prix, ça enfin ne une te grosse coûte pas le prix de différence. vente. Ça ne te coûte pas le Voilà, prix de vente, ça te coûte le prix de revient. le prix de revient. Et, et le client apprécie et ça fidélise le client puisqu'il sait que de toute façon, c'est chez toi qu'il viendra chercher le vin puisqu'il a une bonne espérance que tu lui offres une bouteille et qu'en plus tu connaisses ses goûts et que ta bouteille tape juste. C'est pas comme si tu lui offrais un vin rouge argentin après qu'il t'ait acheté 3 cartons de chardonnay de Bourgogne. Donc, à compter de l'instant où tu es à peu près juste, ça marche. Tu C'est as un quelque chose investissement qu'il faut contre, accepter de faire. tu as quelque chose contre le Riora. Pas spécialement, mais bon, j'en achèterai pas 3 cartons, c'est certain. Alors, ça tombe bien qu'on soit d'accord sur la définition. Maintenant, va-t-on être d'accord sur l'importance qu'elle prend dans la société? Moi, il y a quelque chose j'aurais dit avant, qui m'attriste, mais qui en fait me terrifie un peu, c'est que désormais, plus personne ne sait ce qu'il vend et que la plupart des collaborateurs d'un business, quel qu'il soit de l'ordre de la technologie, de l'artisanat, de quoi que ce soit, à part peut-être le technicien qui œuvre de ses mains, l'ensemble des collaborateurs du business n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils vendent et tout est réduit au facteur économique. Je prends encore pour exemple il faut limiter les exemples parce que sinon on passerait quasiment la moitié du podcast sur les exemples et sur cette introduction. Je n'en prendrai qu'un.
assemblée générale de copropriété pas plus tard qu'avant-hier, étude de devis, de réflexion de parties communes. J'utilise volontairement un exemple qui concernera tout le monde. Tout à l'heure, j'utiliserai un exemple automobile qui ne concernera que très très peu de gens, mais là, on parle vraiment de quelque chose auquel on sera tous confrontés un jour ou l'autre quand on sera propriétaire, ou quand on l'est déjà. Comparaison de devis relativement similaires sur une réflexion de parties communes. Moi, j'attire l'attention des gens sur le fait que, bon, enduire des murs et peindre des murs et boucher les trous, c'est une chose. La rampe d'escalier, c'est une chose. Par contre, il se trouve que, comme l'immeuble a 300 ans et que le parquet est d'origine, il se trouve que ça présente, selon moi, une difficulté technique, que le parquet est gondolé, que le parquet a travaillé pendant 300 ans et que, selon moi, il ne suffit pas de le passer au papier de verre et de le vitrifier. Il y a un savoir-faire, il y a une compétence technique. Restaurer un parquet que dis-je, 300 ans, de 400 ans, attends, de 3, pardon, 300 ans, et il y a, selon moi, une technicité à travailler un bois qui a 300 ans par rapport à travailler un bois qui a été posé dans les années 70 du siècle dernier. Et donc, j'aimais l'idée que nous demandions, j'aimais l'idée donc en assemblée générale, avec la syndic à côté de moi, j'aimais l'idée, donc tournée vers le syndic, que nous demandions à l'entreprise comment elle pense procéder pour le sol. Je dis, moi, je fais confiance pour les peintures, je fais confiance pour les portes. Ça n'exige pas une technicité particulière. Les gages de cette entreprise, c'est d'avoir déjà travaillé sur des parties communes, mais qui n'étaient pas placées, qui ne présentaient pas un caractère historique. Moi, je dis, attention, une abrasion grossière sur un parquet qui a 300 ans avec des lames qu'il faut soit recoller, soit parfois même restaurer en certains endroits, si c'est raté pour toujours. Et réponse de la syndic, pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que c'est une phrase qui me hérisse depuis 20 ans, c'est ah, mais moi je ne suis pas technique, donc ces préoccupations, je ne sais pas, je compare les devis. Et tu remarqueras, Maxime, toi qui es dans la vie, c'est-à-dire toi qui as tout un certain nombre de problématiques variées à affronter, des problématiques d'immobilier, toute la logistique inhérente à la vie, tu remarqueras que dans l'immense majorité des cas, on est en face de gens, soit qui sont des commerciaux, soit qui ont une logique commerciale et qui ne connaissent pas le produit qu'ils vendent. Dans l'immense majorité des cas, tu communiques avec un interlocuteur qui ne sait pas ce qu'il vend. Je l'avais promis de me limiter à un exemple. Je suis désolé, j'ai envie d'en dire deux. Très brièvement, j'achète une télé il y a un mois au plus gros site de télé de France, un des trois plus gros. C'est pas la Fnac, c'est pas Darty, c'est celui qui commence par B et qui ressemble à un métier où on fait du pain dans un fournil. Je négocie la support mural et un câble auprès d'un type qui est pas commercial, mais qui est directeur de magasin. Je reçois le support mural, il ne convient pas au modèle. Et la réponse du mec, oh bah, il y a écrit universel sur la boîte. Ouais, c'est générateur d'insatisfaction et de frustration. C'est pas Plus du tout une bonne façon de personne ne faire. sait, plus personne ne sait ce qu'il vend. Encore une fois, je n'ai pas commandé à un site anonyme. J'ai échangé humainement, personnellement, avec un interlocuteur qui est directeur d'une succursale de chez Boulanger, pour ne pas le citer. J'ai payé le prix fort. J'ai pas attendu Black Friday, j'ai pas fait le rat, j'ai pas pris une fin de série. J'ai juste voulu de la tranquillité. Résultat, au lieu d'une pause en une fois, j'ai eu une pause en 3 fois. Parce que première fois, les poseurs refusent de livrer parce qu'il est 17h30 et que c'était trop tard. Je ne plaisante pas. La deuxième, et puis bon, ils étaient bref, ils avaient l'attitude d'une communauté tout à fait pacifique et collaborative que l'on apprécie tous les deux et que l'on connaît bien, hein, qu'on surnomme dans le jargon la RATP. Donc ils m'ont déposé la télé au milieu du salon en m'envoyant me faire foutre. Donc ils se sont fait remonter les bretelles, sauf que la deuxième fois, ceux qui sont venus étaient beaucoup plus sympas, des malgaches, adorables, mais ils n'avaient pas le bon support. Enfin, ils pensaient ne pas avoir le bon support. Et la troisième fois, Boulanger m'envoie en UPS un support qui finalement marchait pas. Il y avait le bon support dans la boîte. Donc c'est drôle, certes, mais c'est pas drôle du tout en fait. C'est-à-dire que même en passant par des soi-disant spécialistes,
tu parles toujours à des gens qui ne savent pas ce qu'ils vendent. Résultat, au final, la seule chose qui reste à ces gens, c'est l'intelligence commerciale. Alors, il s'est excusé, le directeur de la succursale de Boulanger Chalon-Champagne, pour pas le nommer, et il m'a fait une carte cadeau de 100 euros. Mais moi, j'ai perdu 3 demi-journées. Et Maxime, trois demi-journées, tu sais bien que ça vaut plus que 100 euros. Mhm. Et tout est comme ça. Voilà. Absolument plus personne n'est capable d'avoir et encore, quand je dis technique, les syndics d'immeubles, depuis 40 ans ou 30 ans, tu n'as aucune idée de la manière dont on refait un parquet. OK. Tu es directeur d'une succursale boulanger, tu vends. Il y a combien de marques de télé aujourd'hui, Maxime? 4, 5, Ouais, 6. Il n'y en a pas 50. je sais pas si j'arriverai à t'en citer 5. Ouais. Il y a Samsung, il y a LG, il y a TCL, bon, ce que j'ai pris, il y a Sony, il y en a 5 ou 6. Ouais. Et t'es pas capable de savoir quel support va sur quel. Enfin, donc, dans un monde où plus personne ne sait ce qu'il vend, le seul argument, ce sera l'intelligence commerciale. Ceux qui ne l'ont pas sont morts. Voilà la fin de mon introduction. Si tu as une remarque, fais-la. Sinon, premier exemple. J'en ai deux remarques. En fait, ils sont d'autant plus morts pour rebondir que ce qui est paradoxal, c'est qu'on affronte ce phénomène alors que toutes les sources d'information se sont diversifiées et que l'accès à l'information s'est simplifié. Donc, l'effort que constitue le fait d'aller chercher l'information est de moins en moins coûteux, mais ce faisant, tu as l'impression qu'il est de plus en plus accessoire. Comme il ne représente plus rien, il ne vaut plus la peine d'être Bravo. fait. Et Belle donc, Maxime. du coup, bah, plus personne ne le fait. Et ça va encore s'accentuer avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que au début, quand on a découvert l'intelligence artificielle, tu posais une question, tu prenais plaisir à lire la réponse dans sa totalité. Maintenant, de plus en plus, tu lis la réponse en diagonale, ou tu t'arrêtes aux deux premiers paragraphes sur une réponse qui en contient cinq, et puis tu produis même pas l'effort d'aller jusqu'au bout. Donc la qualité du travail des gens va encore diminuer. Et tu vois, cette histoire de dire que tu n'es pas capable de répondre aux questions, c'est alors moi, du fait de mon métier, j'espère qu'on m'en voudra pas si on m'écoute. J'ai beaucoup d'amis dans le domaine, mais quand tu parles avec des agents immobiliers, c'est la marque principale d'un mauvais agent immobilier. C'est tu poses une question sur n'importe quoi, le mec il te dit que c'était du parquet, en fait tu vois que c'est du carrelage, tu lui dis pourquoi c'est du carrelage, il te dit je vais me renseigner. Alors c'est sous tes yeux, il a les pieds dessus. Il te dit je vais me renseigner. La moindre question technique, je vais me renseigner, je vous reviens. Bon bah ça traduit un problème. Tu sais, si tu me permets de citer son nom, il y a un auteur de livres sur le commerce qui s'appelle Aguilar et qui fait un truc qui est rigolo de temps en temps sur les réseaux sociaux. Il poste une image qui s'appelle, à chaque fois c'est la même légende, c'est j'ai un métier mais je m'en fous. Et en fait, Eh ben, je le découvre et j'irai le voir. Ça, c'est c'est sur l'exemple que je LinkedIn. cherchais qui me manquait. Voilà, c'est sur LinkedIn qu'il poste ça. Et donc en fait, une fois par semaine, il arrive à trouver des images de types qui se présentent comme des professionnels et qui en fait font absolument n'importe quoi. Et qui sont fiers. Tu vois, ils posent un panneau, le panneau ne veut rien dire. Ils s'en foutent, ils sont payés pour poser des panneaux. Ils réfléchissent pas plus Voilà. loin. Et donc il fait une photo, il dit bah j'ai un métier mais je m'en fous. Et c'est exactement ça. Et dans ton exemple chez Boulanger, à la fin tu as eu un geste et une certaine forme d'intelligence commerciale de la part du directeur, mais parce qu'à la fin sur toute la chaîne, qui est le seul réellement concerné et investi? C'est le directeur. Sinon toutes les Enfin, personnes que tu as rencontrées. c'est quand même lui qui ne sait même pas quel support va sur quelle télé. Alors son métier, c'est de vendre des télés quand même. Bah oui, Moi, oui, bah, je j'aurais suis honte, hein, d'accord. personnellement. Il a manqué d'intelligence technique très lourdement. Et ça, c'est marqueur du phénomène dont on parlait à l'instant. Parce qu'il a ses fiches internes avec toutes les descriptifs, etc. Mais il faudrait presque faire un algorithme pour qu'il puisse mettre deux informations en correspondance et que l'ordinateur lui valide ces deux informations. Il manque d'autonomie peut-être intellectuelle. Mais à la fin des fins, c'est quand même lui qui t'a fait un geste parce que c'est le seul concerné et impliqué dans la tenue de son magasin. Donc c'est vraiment le je m'en foutisme global qui fait que tout est en train de se dégrader dans la qualité des services et des prestations et la qualité du conseil, etc., etc. Et les exemples dont on va parler vont l'illustrer. Tu es mon invité, donc tu as la primeur du premier exemple. Est-ce que tu veux, à titre de preuve de bonne volonté, commencer par un flatteur, un exemple valorisant, ou tu préfères commencer directement par Je, une je peux, semonce? je peux commencer par un exemple valorisant. Est-ce que tu m'autorises à citer des noms dans mes exemples? Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on balance. Bon, là, en On l'occurrence, dénigre pas, on ne diffame pas, mais on balance. on va valoriser un grand groupe français. On va se faire plaisir. Euh, bon,
je ne fréquente pas très souvent ces boutiques, mais j'ai de temps en temps l'occasion de m'y rendre. Pas suffisamment pour devenir un client fidèle, mais j'aimerais bien. C'est quand on parle, en fait, tu vois, tu vas chez Hermès. Moi, je me souviens parfaitement de la première fois que je suis rentré dans une boutique Hermès. Ça m'a frappé parce que, bon, je suis absolument personne vis-à-vis d'Hermès. J'avais jamais acheté quoi que ce soit chez eux et j'avais pas le potentiel d'acheter quelque chose de très important chez eux. Néanmoins, quand tu te présentes dans une boutique Hermès, tu as quelqu'un qui t'accueille, quelle que soit finalement la personne qu'il pense que tu es, on t'accueille. On te propose immédiatement un interlocuteur unique, c'est-à-dire que si tu dois patienter, tu patientes, mais tu as une seule personne qui s'occupe de toi du début à la fin de ta visite, qui te présente sur un temps qui est illimité en fait à ta guise le nombre de produits que tu souhaites avoir et qui t'offre une boisson. Et moi, la première fois que je suis rentré dans cette boutique, c'est là que j'ai découvert en fait ce que ça voulait dire le commerce de luxe. Et ça m'avait marqué. Et ça m'avait tout de suite donné envie de revenir. À la fois, ils n'ont pas que ça à faire. Ils ont pas non plus vocation à vous distraire et à vous informer sur les produits, à vous faire de la culture générale. Mais ça m'avait pas fait ma culture générale à ce moment-là. Et j'en avais gardé un très bon souvenir parce que, il y avait cet instant avec cette vendeuse où on nous avait servi à boire et on prenait le temps, etc. Et je crois qu'une forme avec quelqu'un qui sait faire du commerce, euh, une forme d'expression de cette intelligence, c'est notamment le fait de prendre le temps. Et dans ces boutiques-là, ils peuvent se le permettre et ils vous font profiter de ça. Et j'en avais gardé un excellent souvenir. Et c'est pour moi une illustration déjà de l'intelligence commerciale que de faire ce petit investissement en temps à l'égard d'une personne dont tu n'es pas certaine qu'elle s'apprête à dépenser de l'argent chez toi. Et l'investissement, bon, c'est pas pour ce que ça coûte une boisson chez Hermès, mais néanmoins, l'investissement de t'offrir un café, t'offrir une boisson gazeuse, t'offrir éventuellement un verre de champagne en fonction de l'heure à laquelle tu te rends dans la boutique. Euh, Cet investissement-là, je pense, sur la masse, il est justement récompensé chez eux. Et ça, c'est déjà une première marque d'intelligence. Comme quand tu vas, je reprends un peu mes premières amours, mais quand tu te rends chez un caviste et que ce caviste te dit, outre le fait que vous pouvez regarder les bouteilles, j'en ai également quelques-unes à la dégustation, ça me ferait plaisir de vous offrir un verre, ça te fait rester un petit peu plus longtemps dans la boutique, ça te fait à la fin acheter et ça fidélise ta clientèle. Donc là, c'est cet esprit-là. Alors, c'est un exemple, voilà, qui est assez global, mais qui reflète ma première fois quand je suis rentré dans cette boutique. Puis d'autres ont dû vivre, puisqu'ils ont certainement une méthode généralisée sur l'ensemble des boutiques, qui se rencontrent peut-être dans d'autres également, d'autres marques. Euh, mais pour moi, c'est vraiment un condensé d'intelligence commerciale, pardon, que ces boutiques-là. Alors, je suis mitigé sur le monde du luxe. Monde du luxe, non pas dans lequel je baigne, ça serait totalement prétentieux, mais monde du luxe que je connais quand même un petit peu. D'une part, pour l'avoir fréquenté à l'époque des relookings. Rappelle-toi qui était mon premier métier, un petit peu comme toi, c'était le vin, mais moi, c'était la mode. Donc, j'ai été directement et indirectement client, alors pas d'Hermès, mais de Dior, de Gucci, de différentes maisons du groupe LVMH. Euh, je laisse le sur-mesure de côté, qui est une autre ambiance, de salle des ambiances, et j'approuve la, la sophistication du service client dans le premier achat, c'est-à-dire dans le neuf. Je trouve que par contre, quand tu es déjà dans le circuit et que tu as besoin d'entretien ou de manutention sur un produit qui a plusieurs mois, plusieurs années, là par contre, tu as à boire et à manger. Et je déplore la différence de traitement entre le premier achat où tu es le roi et l'entretien courant où tu es le bouffon, mais tu redeviens le peuple. Mm. Oui, c'est là où c'est dommage Euh, parce que tu dois avoir une et certaine c'est forme de là, voilà. fidélité des deux sens. Ouais. Je vais prendre qu'un seul exemple que tout le monde comprendra, enfin que tout le monde comprendra. Il parlera à la plupart des gens. Tu vas commander une Ferrari neuve, tu as plus que le café et le champagne. Tu as absolument tout ce que tu veux. Tu as la jolie hôtesse dans la pièce avec toi pour t'aider à choisir les pots, les cuirs, les machins, les trucs. On t'invite à l'usine, on t'invite à déjeuner au Cavallino à côté de l'usine, blablabla. Bon, aujourd'hui, c'est un ticket minimum de 400 et maximum, je crois que pour le Puro Sangue de 600. Quand tu as entre 4 et 600 000 euros à dépenser, tu es traité correctement. Tu n'es pas du tout traité de la même manière quand tu as un modèle d'occasion.
J'ai pas dit que tu étais maltraité, j'ai dit que ça n'avait rien à voir. Voilà. Et ça, c'est dommage. Un modèle d'occasion, c'est quand même à minima 150, 200 000 euros, hein. Tous les Français ne sont pas capables d'avoir ces véhicules-là. Et bah, t'as un café dans un gobelet en papier, et puis c'est tout. Et là, tu Voilà. reboucles sur la notion d'expérience dont tu as déjà parlé par le passé dans une conférence. C'est important pour beaucoup de monde et ce genre de mauvaise situation, on va dire, mauvais traitement, peut gâcher l'expérience attendue. Et là, au contraire, ça te défidélise plus qu'autre chose. Là, c'est vraiment jouer contre ton Euh, camp. J'avais eu la même expérience dans une boutique de audio-vidéo haut de gamme, boulevard Saint-Germain à Paris, donc un des boulevards le plus cher de Paris. Et cette marque s'appelle Bang et Olufsen, puisque j'ai une télé Bang et Olufsen depuis 20 ans maintenant. Et quand elle a eu un problème, j'ai été reçu comme un chien dans un jeu de pierre, et puisque tout ce qui les intéressait, c'était de m'en vendre une neuve. Et on m'a expliqué que mon produit était irréparable et que j'étais une espèce de client de seconde zone, alors qu'en fait, c'est un produit qui neuf valait 40 000 francs dans les années 90, c'est-à-dire l'équivalent de 6 000 euros. Actualisé à l'inflation, c'est un produit à 10 000 euros actuel. Eh bien, au bout d'une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on t'invite à le jeter, tout simplement, ce qui n'est absolument pas normal. Alors après, on se retrouve sur le réseau secondaire et on trouve des geeks qui sont capables d'aller identifier une panne. Mais ça, c'est quand on est un homme, qu'on a de la curiosité et du temps à perdre sur des forums de nerds. Sinon, on jette un produit. Alors que si j'étais rentré en me disant, puis-je avoir le dernier écran plat 75 pouces, on m'aurait offert le champagne, le caviar, le truc, le bidule. Donc, je te suis pour le luxe, mais je déplore que ce traitement ne soit réservé qu'au premier acheteur et qu'à partir du second acheteur, on soit un gitan. Voilà. Je t'ai parlé spécifiquement d'Hermès et spécifiquement de la situation où j'étais venu la première fois, en effet. Bien sûr, je ne la conteste pas. C'est là où tu prends ta claque, quoi. Effectivement, après, bon, après, tu es plus éduqué aussi là-dessus et puis tu vois les différences de traitement entre différentes marques. Et, c'est pas universel, hein. Mais en Mais effet, ça peut être source de beaucoup de frustration et de déception également, le monde du luxe. En effet. fais l'acquisition d'un bijou Hermès et je ne te le souhaite pas, qui aura dans quelques années un défaut de serrage au niveau de la serrure, enfin je sais plus comment on appelle ça, le mot me manque, là, la fixation, retourne où tu l'as acheté, tu vas voir, tu vas vite déchanter, tu vas comprendre qu'on essaiera de t'en vendre un neuf, on va te surfacturer la réparation du modèle dans des proportions où tu te diras presque que ça va te coûter, allez, 60% du coût de l'achat en réparation. Euh, et puis moi, je connais en plus, pour avoir rencontré forcément des gens du milieu, je connais les salaires. Les salaires dans le luxe sont très bas, hein. Mm. Vendeur Hermès aujourd'hui à Paris, alors je te parle d'il y a 15 ans, responsable de boutique Dior il y a 15 ans, ça prenait 2 500 euros par mois. Ouais, c'est très faible, même il y a 15 ans. C'est-à-dire le prix d'un costume, hein. Mm. Donc, bref, le luxe est aussi un monde de dupes, mais je pense que nous aurons compris nos points de vue respectifs sur ce sujet. Je t'invite à passer à ton deuxième exemple, puis après j'en ferai deux d'un coup pour compenser. Bref, on est là, on est à la bonne Ok. franquette. Alors, le deuxième exemple, c'est le monde vestimentaire. Toujours, je reste dans ce domaine. Par contre, là, je parle de quelqu'un vraiment de très précis. Si tu me permets de citer son nom, je vais aborder le cas d'une friperie que j'aime beaucoup, qui se trouve à Paris. Je pense que même si je ne disais pas Oh, son tu nom, veux une pas nous partie de... donner un exemple plutôt Plus saillant. Ah, tu veux un truc saillant? ouais, Alors, ok. Alors, on parle de quelque chose de plus tu vois, saillant. yin Alors, yang. ok. Alors, vas-y, on y va pour le mauvais côté dans ce cas. Je suis papa depuis quelques mois et il y a 2 mois, Félicitations. merci, il y a 2 mois de ça, ma femme et moi qui avions besoin d'un deuxième porte-bébé. Tu sais que quand t'es parent, on te vend toujours plein de trucs euh, que tu prends comme étant des accessoires, mais en fait ça c'est important, la capacité de porter ton bébé, parce qu'il faut quand tu descends des étages et que tu n'as pas d'ascenseur malheureusement, il faut que tu puisses l'avoir contre toi pour l'emmener éventuellement jusqu'à la poussette qui t'attend en Ah, bas des communs. je pensais que tu le mettais sur l'épaule comme ça. Ouais, comme un sac à patates. Ouais. Et donc, nous sommes deux, nous avons besoin de 2 porte-bébés. Ma femme s'occupant principalement de ce poste-là, on n'en avait qu'un pendant longtemps, puis vraiment on a dit il faut qu'on en ait un deuxième. Donc on se rend un samedi soir à 18 heures, à 1 heure de la fermeture,
dans une boutique, une zone commerciale qui se présente comme étant la grande boutique spécialisée pour les bébés par où à côté de chez moi. Et nous arrivons avec notre fils contre ma femme, lui-même déjà donc dans un porte-bébé. Et tout de suite, plusieurs vendeuses viennent nous voir, nous demandant non pas quels sont nos besoins, c'est important la formulation, elles ne nous demandent pas quels sont nos besoins, mais elles nous demandent est-ce que vous avez trouvé ce qui fera votre bonheur? Est-ce que vous avez trouvé, vous avez fait votre choix? Qu'est-ce qui fera votre plaisir? Oui, t'es dur sur la Bon. formulation quand même. Je te trouve En dur. fait, l'absence de formulation quand elle demande quels sont nos besoins, c'était annonciateur du reste. Et donc Mm. je lui dis gentiment, en l'occurrence, nous sommes à la recherche d'un porte-bébé. Et là, elle nous regarde et elle regarde le porte-bébé que ma femme avait sur elle et mon fils dedans. Ah bah déjà, et donc elle dit, ah bah déjà, c'est sûr et certain, pas celui-là. Pas celui-là, parce que celui-là, là, vous êtes en train de casser le dos de votre fils. Bon, mon fils avait 3 mois, il se portait très bien, à aucun moment il se plaignait de quoi que ce soit. Et ce porte-bébé nous avait été vendu par une autre vendeuse dans une autre boutique qui nous avait dit que c'était quelque chose d'extraordinaire. Après, tu comprends qu'elles ont des objectifs. On l'a compris notamment lorsqu'elle nous a invités à la suivre au rayon spécialisé porte-bébé et que nous sommes tombés nez à nez avec le porte-bébé que nous avions déjà, qui était disponible à la vente. Et tu comprends, celui-là n'était pas intéressant. Celui qui était intéressant, c'était le nouveau sur lequel elle avait ses objectifs. Et donc, elle nous a vanté Peut-on lui en celui-ci. vouloir? Non, mais elle n'est pas décisionnaire de ça. Par contre, elle est décisionnaire du fait de se présenter comme une experte, de nous casser la baraque dès le départ sans même nous laisser exprimer le moindre besoin, le moindre élément de contexte sur ce pourquoi on aurait besoin de ce porte-bébé. Et ensuite, surtout, de se ridiculiser devant nous en finalement nous avouant qu'elle n'y connaissait rien parce qu'elle n'arrivait pas à manipuler le deuxième porte-bébé qu'elle essayait de nous vendre. Donc, elle s'est ridiculisée. Rappelle-toi ce que j'ai dit au début. Ah oui, Tu vois la preuve que tout part d'une méconnaissance du produit. ah oui, Plus mais personne c'était ne net. sait ce qu'il vend. Voilà, c'était clair et net. Et donc, nous qui étions venus pour nous faire plaisir finalement, un samedi, tu connais la configuration, tu vois, en fin de semaine, le samedi à 18h, tu fais une dernière boutique, qui plus est pour ton fils. Bon, on avait besoin de quelque chose d'indispensable et finalement d'utilitaire avec ce porte-bébé, mais on était prêt aussi à acheter des jouets, à acheter éventuellement des vêtements, etc. Bah, on est parti très vite. Moi, ça m'a mis d'humeur massacrante. J'ai pas été avare en petite pique à l'égard de cette vendeuse et notamment devant sa supérieure lorsqu'elle est arrivée en disant que c'était pas possible de tenir un propos comme ça. Donc bon, j'ai pas été forcément le client modèle, mais en attendant, à aucun moment on nous a présenté des excuses, à aucun moment on a fait un geste à notre égard, et du coup on est parti. C'est aussi simple que ça. On a fini quand même par acheter ce porte-bébé parce qu'on en avait absolument besoin, et Ailleurs. ça s'est avéré être un mauvais conseil en plus. Il est vraiment pas terrible. Mais en tout cas, on n'a Vous pas l'avez acheté acheté. ailleurs. Non, non, figure-toi qu'on l'a acheté sur place parce qu'on en avait Ah, besoin vraiment pour le week-end. Donc on était coincé là cette fois, c'était une contrainte de temps. Et même une livraison 24 heures Amazon, ça collait pas. Donc il nous fallait absolument un deuxième porte-bébé. Mais en tout cas, on a raccourci notre session shopping. Ça, c'est clair et net. Et donc le ticket moyen a chuté, le ticket potentiel a chuté quoi. Voilà. donc, on en revient à ma définition qui, finalement, avec l'expérience, commence à bien me convaincre, qui est que le petit effort de patience et d'empathie qu'elle n'a pas fait, donc l'économie à court terme qu'elle a fait, lui a coûté sur le panier moyen, je sais pas combien c'est, vous étiez peut-être prêt à dépenser 300 euros et vous Ouais, en c'est à avez peu près dépensé ça. 200. Donc ça lui a Ouais, même coûté moins. On a 50% du dépensé panier moyen. plus, on a dépensé 100 sur les 300 qu'on pouvait consacrer. Donc, tu vois, Voilà, elle a perdu les deux tiers de son panier. voilà. Allez, à mon tour, et au vu de la décrue de la lumière, au vu de l'heure crépusculaire, je propose qu'après nous passions en audio pur. De toute façon, là, j'imagine que la moitié des gens déjà ne nous regardent plus et nous écoutent. Alors tu vas rire, j'ai 7 exemples, on n'aura probablement pas le temps de faire les 7, et je vais commencer. Donc le premier représente une enveloppe budgétaire de 2 euros, et on monte jusqu'à 250 000. Je vais commencer par le premier à 2 euros qui s'est passé pas plus tard que ce matin. J'étais ce matin à la pharmacie qui fait l'angle de la porte de Clichy. Aujourd'hui, on dit tous les noms de tout le monde. Et on ne dit pas personne, puisqu'on on énonce des faits. Et
quand on peut le prouver, on le prouve avec tous les justificatifs à l'appui. Je dis ça pour le fameux cabinet de comptable de la fin. On aura le temps de le faire aujourd'hui d'ailleurs, au rythme où on va, mais on le fera. Je demande, au vu de la bise parisienne et du froid piquant, je demande un efferalgan vitamine C. Il y avait 3 personnes dans la boutique, enfin il y avait trois personnels de vente, 2 jeunes femmes, très jeunes, 20, 22, 23 ans, et un monsieur de mon âge. Je prends au hasard au milieu, donc une des jeunes femmes devant moi, et je lui demande un efferalgan vitamine C. Je te laisse deviner la réponse, Maxime. Donc je dis bonjour, bonjour à tous, bonjour madame, monsieur, ou messieurs, dames, un efferalgan vitamine C, s'il vous plaît. Elle a dû Je te te laisse demander, deviner la réponse. elle a dû te demander ce que tu voulais précisément. Non, Non? non, Je sais pas, elle voyait pas de quoi tu parlais. Elle t'a demandé de quoi tu parlais. non, Qu'est-ce qu'elle t'a dit? non, elle m'a dit non. Elle Elle m'a t'a dit dit non. non. Elle m'a dit non, je n'en ai plus. On n'en a plus. On n'en a plus. Non, on n'en a plus. Bah, elle t'est resté. Qu'est-ce que t'as répondu? Enfin, il y a de quoi rester un peu Ben, interdit. je suis resté interdit. C'est une manière sophistiquée de dire qu'on est resté con. J'ai regardé derrière elle, légèrement sur la gauche, pour ceux qui iront dans cette pharmacie, et j'ai vu des efferalgans neutres, sans vitamine C. Et je dis, bah, il me semble, sauf erreur, que vous avez des efferalgans sans vitamine C. Elle me dit, ah oui. Et je dis, bah, peut-être avez-vous aussi de la vitamine C. Elle me dit, oui. Et je lui dis, alors peut-être auriez-vous pu me proposer un efferalgan et une vitamine C plutôt que de me dire non. Et là, le responsable intervient en faisant remarquer que la manière dont je m'adressais à cette jeune fille n'était pas convenable. Je le jure, hein, de main droite, je sais que l'écran est inversé, donc là c'est ma main droite, pharmacie de l'Angle, porte de Clichy. Hein. J'ai fait remarquer à quelqu'un que commercialement, on ne dit jamais non à un client. C'est Surtout vraiment qu'on le peut se pire permettre de ne mot, pas lui dire non, alors qu'on a tout à sauf, portée de main. sauf si le client est un importun, mais je m'exprime quand même dans un français plus que correct par rapport à l'époque. Je présente bien, je sens bon, je suis propre sur moi et je suis poli. C'était On ne peut-être me le dit problème, pas, hein. oui, on est à Porte de Clichy, c'est-à-dire qu'on est frontière Saint-Ouen. Hein. On ne dit pas non à un client en premier mot. Tu vois, dans le luxe, avec tous les reproches que j'ai pu leur faire tout à l'heure, jamais chez Hermès on t'aurait dit non. Jamais. Jamais. Mm. On t'aurait dit, nous, il est commandé, nous ne l'avons pas encore reçu. Est-ce que je peux vous proposer un efferalgan normal ou deux, et puis je vais essayer de vous offrir une petite vitamine C. Tu vois? Tu vois ce que ça coûte? C'est 2 € l'efferalgan, putain. Et puis si tu veux pas m'offrir une vitamine C, tu me la fais payer, ça doit être 3 €, ça fait 5. Et puis tu m'offres une connerie. Tu m'offres des gouttes pour les yeux ou un chewing-gum, n'importe quoi. Et là, je me dis, ce manager-là a bien formé ses vendeuses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris leur défense, ne comprenant pas mon étonnement, en fait. C'est incroyable. Enfin, non, dans le milieu de la pharmacie, bon, c'est pas si incroyable que ça quand on connaît l'état d'esprit. Mais par contre, c'est rapporté à la notion d'intelligence commerciale, c'est catastrophique. Parce que demain, quand tu auras le choix d'aller dans une autre pharmacie, tu iras dans une autre pharmacie. Et le jour où il Et faudra que tu achètes bah, un évidemment. gros voilà, le jour où il faudra que tu achètes un gros médicament bien remboursé par la sécurité sociale avec une marge un peu plus grasse, parce qu'ils ont quand même un problème de marge de façon générale, les pharmaciens. Donc, il faut savoir chouchouter le petit client et la petite requête pour récupérer le moment où la marge devient un petit peu plus conséquente. Qu'est-ce que ça te coûte, au lieu de dire non, j'en ai pas, point, de dire il est en commande, mais regardez, ça c'est du normal,
Ça, c'est une vitamine C. Et tu sais ce qu'ils ont dans le monde médical, Maxime? Ils ont des échantillons plein les cartons. Ils sont gavés d'échantillons par les labos. Qu'est-ce que ça lui coûtait de m'offrir un échantillon de vitamine C pour le geste? Qu'est-ce que ça lui coûtait? Ça lui coûtait des neurones. Ça lui coûtait du QI qu'elle a pas, cette conne. Et elle m'a Et le laissé là dramatique, comme c'est un que le gland. manager ne l'avait pas fait. C'était au manager de le faire, Non. plus qu'elle. Elle est salariée de base. Bon, tu as ce problème de connexion entre les informations et le traitement de l'information. C'est clair que c'est un problème. Mais derrière, tu t'attends à ce que le manager, lui, ait l'intelligence de sortir de cette situation par le haut. Et en fait, il te réprobe d'avoir eu le malheur d'exprimer ton insatisfaction. C'était un peu triste en 2025, mais bon, les gens sont tellement sensibles qu'il faut faire attention. Et voilà. Mais tu vois, c'est ce que je te disais. Je suis désolé car je vous présente mes excuses car on n'a plus d'Efferalgan vitamine C. Je m'apprête à le commander. Je demandais Pourriez-vous, même s'il vous pas plaît, des passer tout à excuses. l'heure? Non, mais J'avais pas façon de besoin parler. qu'ils se mettent à quatre Pas pattes de non faire, plus. Mais... pas de faire quelque chose de très lourd dans le sens des excuses. Mais tu vois, dire simplement reconnaître, dire bon bah c'est regrettable. On est désolé pour ça. On n'en a plus. On est livré. Les pharmacies, elles sont livrables. Tu passes le matin. Tu as dit que c'était ce matin. À 15h30, elles se font livrer. Repassez cet après-midi, monsieur. On aura tout ce que vous souhaitez. Et Voilà, en et je vous en mets de attendant, côté. voilà un tube à 2 € Bien et un sûr. petit échantillon qui à lui ne lui coûte strictement rien, car je rappelle, si ce qu'on vous dit vous paraît très loin de votre univers, le médical, c'est le royaume des échantillons gratuits. Un médecin reçoit toutes les semaines des monceaux de trucs de la part des labos. Ça ne lui coûtait rien du tout. Nada. Bien Et sûr. résultat, la pharmacie de la porte de Clichy se fait défoncer sur YouTube maintenant. Parce que j'en ai marre de garder ça pour moi, en fait. Voilà. Enfin, c'est rien par rapport au cabinet d'expertise comptable que je mentionnerai tout à l'heure. Groupe in extenso, je vous ai ailé sur Twitter pour faire quelque chose. Vous n'avez jamais répondu. Bah, maintenant, on va voir. Voilà. Bon, allez, la lumière baisse. De toute façon, il n'y a plus de bande dans la caméra. Donc, la partie avec image, c'est terminé. C'est l'occasion de se glisser une toute petite page de publicité, comme on disait sur Antenne 2 et sur FR3. Enfin, à la télévision d'avant d'ailleurs, Antenne 2 et FR3 n'avaient pas de publicité. Suivez un petit peu, hein, c'était la télé publique. Donc, comme on dirait sur TF1 ou sur M6. Et après la publicité, la partie longue du podcast commence, enfin continue. Et on sera en audio, mais bon, de toute façon, vous savez ce que je pense. Les contenus longs, c'est toujours mieux en audio. Et puis, de toute façon, nos têtes, vous les connaissez. Tu te rappelles ma promesse d'il y a 1 an? Ouais, c'était il y a 1 an exactement, à quelques jours près. Ouais, je comprends, comme ça, pris au dépourvu, ça te dit pas grand-chose. Tiens, regarde. La prochaine opportunité de s'emparer de mon contenu payant à prix cassé, ça s'appelle Noël 2024 et ce sera la seule avant 1 an, quoi, avant Noël 2025. Alors, comment elle s'est passée 2025 de ton côté? Moi, j'en sais rien. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est qu'exactement à l'instar de ce que j'avais dit, tonton Stéphane, il se trompe quand même rarement, fortiori quand ça concerne ses affaires, il n'y a pas eu une remise sur un séminaire de tonton Stéphane de toute l'année 2025. Ni à l'anniversaire, ni cet été, ni à l'occasion d'Halloween. Et pour Black Friday, certes, on a fait quelque chose. On a offert un accès à l'intelligence artificielle à ceux d'entre vous qui sont passés VIP, quel qu'en soit le niveau, mais toujours pas de remise sur les séminaires. Alors Noël, désormais, tu l'as compris, c'est l'unique moment de l'année où la remise groupée explose. Alors la remise groupée, comme son nom l'indique, elle commence par un groupe, c'est-à-dire que dès qu'on met plus de 2 demi-journées de séminaire dans son panier, il y a une petite remise groupée. Par exemple, pour 2, c'est 45 € en temps normal de remise groupée. Eh bien, à Noël, cela triple et ça passe à 135. Et ce montant augmente avec le nombre de produits présents dans votre panier jusqu'à arriver à 50% de remise. C'est l'unique occasion de l'année chez tonton Stéphane pour se procurer son contenu payant avec jusqu'à 50% de remise. Il n'y en aura pas d'autre. Alors, on parlait tout à l'heure d'Auroria. Ceux qui ont raté le coche à Black Friday ont une petite séance de rattrapage. Je dis bien petite parce que, vous savez, Duralex, Sedlex, chez tonton Stéphane, c'est pas une démocratie, c'est une dictature et il faut réinstaurer un petit peu le punitif. Alors, ceux qui ont raté le coche de Black Friday, disais-je, pourront passer VIP à Noël et profiter d'Auroria, mais par contre, uniquement les premium et intégrales. À Black Friday, c'était Eco, premium et intégral. Il fallait en profiter à ce moment-là. Petit rattrapage, mais quand même légèrement punitif. À Noël, premium et intégral.
uniquement. Bref, Noël sur Mad Consulting et chez Tonton Stéphane ne déçoit jamais. Après, Noël chez vous, bon, je sais pas exactement comment ça se passe, mais c'est vous qui voyez, hein, ça je vous laisse gérer. Alors là, on en était sur l'anecdote à 2 euros. Exact. Et comme je te le prédisais, nous allons monter en gamme, parce que maintenant, nous allons passer à l'anecdote de manque d'intelligence commerciale à 3,20 €. Mais 3,20 D'accord. € qui leur vaudront, peut-être, on ne sait pas, quelques mauvais avis Google. Qui sait? Moi, je ne vous invite pas, si vous n'avez pas une expérience directe de ces sociétés, à leur laisser des mauvais avis. Ça n'est absolument pas mon intention. Après, si vous le faites sans m'obéir, ben, je pourrais pas vous sanctionner, hein. En même temps, vous êtes libre de laisser les avis que vous voulez et vous êtes libre de me faire confiance ou pas. Vous pouvez aussi me traiter d'affabulateur, hein. Enfin, vous êtes responsable de vos actes. Je ne vous invite ni à les contacter, ni à les dénigrer, ni, je répète, à laisser de mauvais avis Google. C'est bien d'accord, Maxime? Parfaitement d'accord, c'est très clair. L'avis suivant concerne la société Mailboxes à Paris. Cette société fait de la domiciliation d'entreprise, ce qui ne m'intéressait pas, mais elle fait également de la domiciliation de paquets, c'est-à-dire de la réception, de la réexpédition de courriers pour les gens qui sont souvent en déplacement ou tout simplement qui ne souhaitent pas passer des heures chez eux à attendre les livreurs des différents fournisseurs en ligne que nous connaissons tous bien. Je rappelle, à titre d'élément de contexte et pour montrer que je n'ai aucune acrimonie contre personne et certainement pas contre Mailboxes, que je suis client de ce groupe, je pense que c'est une holding, de cette franchise. Je suis client de cette franchise à l'étranger, en Italie pour ne pas le citer, depuis plus de 10 ans, avec une quasi parfaite satisfaction. Donc c'est bien la preuve, je pense, que je n'ai absolument rien contre eux, au contraire. Mais là, on ne parle pas de la filiale de Mailboxes à Rome, on parle de celle à Paris. Donc, le fonctionnement est le suivant. Il y a un abonnement trimestriel, enfin, ou annuel, mais moi, j'ai choisi trimestriel, et des frais de stockage par jour et par colis. À l'étranger, ça n'est pas, enfin, chaque filiale, chaque siège a une logique économique et commerciale différente. À Rome, par exemple, il n'y a qu'un abonnement annuel et pas de frais de stockage. Là, il y a des frais de stockage journaliers que l'on m'annonce par contrat à 3,20 € hors taxe. Pardon, oui, c'est ça, 3,20 € hors taxe, 3,50 € TTC, quelque chose comme ça. Je comprends parfaitement et ayant beaucoup expédié et beaucoup reçu dans la vie, je sais très bien que quand on rend le service aux gens de leur stocker du matériel ou des plis, eh bien, les gens ont tendance à se laisser aller, à laisser traîner et à laisser les choses s'accumuler. Et je me rends bien compte que la logique commerciale derrière ce forfait journalier, c'est quoi? C'est, bah, ok, vous avez un abonnement, mais on n'a pas envie de garder vos trucs pendant 6 mois, donc ne tardez pas trop à passer les chercher. Est-ce que jusque-là, tu me suis? Parfaitement. C'est parfaitement entendable et c'est logique. Ouais. Comme j'aménage un petit appartement à Paris, pas trop loin, il était très pratique de me faire livrer pas mal de choses à cette adresse. J'ai donc joué le jeu. Quand j'étais sur place, de venir les récupérer sous 24 heures, puisque le tarif s'applique à compter du deuxième jour de garde, le premier est offert. Et quand je n'étais pas sur place, eh bien, j'ai essayé de grouper un peu les commandes et ils ont eu jusqu'à 10, 12 cartons pendant 3, 4, 5 jours, sachant que tous n'arrivaient pas en même temps. Et à mon retour, je venais les voir, ils me faisaient le décompte et ils me facturaient. Alors, une fois, ça a été 30 et quelques, une fois 40 et quelques, une fois 50 et quelques, pour stockage de tout ce qui était arrivé en mon absence. Je ne leur ai jamais fait l'affront de recompter. Je leur ai laissé faire les additions. Parfois, j'avais le détail sur un bout de papier, parfois, je l'avais pas trop. Mais ils étaient sympathiques. Moi-même, je faisais l'effort quand j'étais présent de ne jamais rien laisser traîner, de toujours venir avec mon vélo que je garais devant le plus vite possible chercher mes plis.
de dire bonjour à tout le monde, d'avoir une pensée pour celle qui était enceinte, de me présenter aux nouveaux. Enfin, vraiment, je veux dire, dans ce monde de sauvages et de barbares et de livreurs barbarisés qui balancent les colis, etc., je pense que je suis loin d'avoir été le pire des clients. Un jour, effectivement, je me loupe, parce qu'il ferme à 18 heures, et j'avais une enveloppe de 10 centimètres sur 20, une enveloppe normale, et je me loupe, et je n'arrive pas à 18 heures, j'arrive un peu plus tard, enfin il était plus tard, et je me dis, ah fuck, mon délai courait jusqu'à aujourd'hui, bon, je passerai demain matin, il devait avoir reçu, je sais pas, 60 ou 70 colis pour moi depuis 3 mois, j'ai cru naïvement une enveloppe pour une nuit sur une étagère, tu me vois venir Maxime, j'ai cru naïvement que j'allais passer au travers des gouttes. Et je te le donne en mille, le stockage, enfin le stockage, un grand mot, hein, stocker une enveloppe. La conservation de l'enveloppe sur une étagère m'a donc été facturée 3,50 €. Ah, mais je crois qu'il y a, non, non, il n'y a pas de TVA, pardon. Excuse-moi, il y a pas de TVA sur les frais postaux. Il y a pas de TVA sur les frais postaux. Ah bon, bref, peu importe. C'est l'esprit de la lettre qui compte. Je fais remarquer que c'est sur le principe relativement peu commercial de la part de quelqu'un qui est toujours acquis de tout ce qu'il devait, qui est toujours venu en temps et en heure, voire même dans l'heure qui suivait, pour une enveloppe après 70 colis. Et encore, je ne l'ai pas laissé 6 mois l'enveloppe, je vais arriver le matin à l'ouverture. J'ai trouvé ça peu intelligent commercialement, mais je n'ai obtenu aucun écho à ma remarque. Silence de mort. Je m'acquitte de mes 3,50 € et je passe l'éponge. Je me dis, bon, bah, décidément, l'intelligence commerciale est bien peu partagée. Moi, je n'aurais pas fait ça, mais pourquoi pas? S'ils veulent la jouer comme ça, pourquoi pas? Et quelques temps plus tard, se produit un petit problème qui s'était déjà produit par le passé. Je n'avais rien dit et j'avais trouvé ça étrange, qui est que un certain nombre de colis, au lieu d'être livrés chez eux, arrivaient aux gardiens de l'immeuble qui ensuite les leur relivraient. J'ai trouvé ça un peu relou, un peu cavalier, et un jour, bon, j'avais jamais rien dit, je m'en accommodais. On va dire que ça fait partie des petites choses sur lesquelles il ne faut pas se poser trop de questions, sinon on devient fou. Et un jour, donc quelques jours après le précédent, je passe récupérer une de mes livraisons, et ils ne peuvent pas me la remettre, au motif qu'elle est chez le gardien, que le gardien il n'est pas là. Je dis, bah D'accord. écoutez, c'est quand même bizarre, parce que c'est quand même pas la première fois, alors que moi, j'essaie de mettre toutes les informations sur les... C'était des commandes que je faisais sur Internet, etc. Et on me dit, ah, mais c'est sans doute que vous avez mal dû écrire le truc. Hmm. Je dis, mais vous vous rappelez quand même que j'ai dû me faire livrer 60 ou 70 pièces chez vous. C'est quand même que je dois savoir écrire. Parce que sinon, comment elle serait arrivée? Ah oui, mais parfois le livreur trouve pas. Bon, c'est ça. Encore une fois, Maxime, il faut, il faut pas tout chercher à comprendre dans la vie. Sauf que le problème, c'est qu'ils me disent, passez demain matin, il nous les aura apportés. Mais le lendemain matin, je partais quelque part, je sais même plus où, c'est pas que je vous le cache, c'est que je ne m'en souviens plus. C'était un jeudi soir. Le lendemain matin, vendredi, moi, je partais quelque part et je rentrais le lundi. Et je leur dis, je comprends bien, mais moi, demain, je suis pas là jusqu'à lundi. Et ils me disent, bah, on est désolé, on ne peut rien faire. Je leur dis, j'espère quand même que quand je reviendrai lundi, vous vous souviendrez que j'étais venu dans les délais. Vous arrivez. Oui, bah, ils s'en sont souvenus. Mais dans le métier, ils s'en foutent. Je crois deviner Ex- la fin. Exactement. Et le lundi, ils me réclament le vendredi, le samedi et le lundi de frais de stockage. Donc 3 fois 3,50. Donc 3 fois 3, 9. Donc 10,50 €. 10,50. Et là, Maxime, je sais pas si j'avais mal dormi ou quoi que ce soit, mais je commence à leur dire ma façon de penser et que je trouve leur pratique commerciale non seulement dénuée d'intelligence, mais un peu casse-couille. Parce qu'autant sur l'enveloppe,
Bon, ils ont fait preuve d'inflexibilité, mais j'étais dans mon tort. Autant là, j'étais absolument pas dans mon tort. Je leur prouve par le bon de commande que j'avais bien spécifié livré chez Mailboxes, que c'est pas de ma faute si les employés du tiers-monde qui constituent la horde de livreurs de chez GLS, UPS, DHL, DPD, etc. DPD, c'est pas une insulte, c'est le nom d'une société de livraison. C'est pas de ma faute si ces gens ne savent pas lire et viennent de pays où on parle pas français, c'est pas de ma faute. Et que, qui plus est, j'étais venu le bonjour et que c'est eux qui n'ont pas été en mesure de me remettre ce qu'ils me devaient. Et que me réclamer 10,50 €, ça n'allait certes pas me mettre sur la paille, mais par contre que s'ils le faisaient, c'était la dernière fois que je leur faisais quoi que ce soit et que j'allais résilier mon abonnement. Ils m'ont quand même réclamé 10,50 €, dont je me suis acquitté, et j'ai eu la présence d'esprit, en rentrant chez moi, de relire mon contrat. Et dans ce contrat, je me suis rendu compte de quoi? Il me facturait... Ah, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Il me facturait depuis le début 3,50 € de frais de stockage, alors que dans mon contrat, c'est 3,20 €. Ah oui, J'ai donc d'accord. pris mon tableur Excel, enfin pas Excel puisque je suis sur Mac, donc j'ai pris mon tableur Numbers, j'ai tout repris depuis le début, en tout cas tout le temps où j'ai eu un justificatif, parce que parfois cette société ne détaillait pas les justificatifs des frais de stockage, et ça, rien que de le dire, je me dis que c'est pas forcément une pratique très légale, mais enfin, admettons. J'ai pris les quelques justificatifs que j'avais, et donc j'ai retiré 30 centimes à chaque journée. Tu comprends? Oui, bien sûr, je comprends bien la logique, oui. Je leur ai fait un email très formel, très très formel, en leur rappelant que le contrat qui nous lie stipulait des frais à temps, que m'ont été facturés, preuve à l'appui, des frais à temps, que la différence entre les deux s'élève à 15 €, 17 €, de 30 centimes fois 30 centimes fois une cinquantaine de colis, donc ça fait même, ouais, 17 balles, un truc comme ça. Qu'en temps normal, je ne leur aurais jamais fait l'affront de leur réclamer une somme aussi minime, mais que, eu égard à leur pratique commerciale à eux et à l'absence de toute souplesse et de toute intelligence dont ils ont fait preuve, eh bien, j'allais me comporter exactement de la même manière et que j'exigeais formellement le remboursement de cet écart. Et je l'ai eu. Mm. Et en allant le chercher, ils ont tenu à me le rembourser en espèces, en allant le chercher, je leur ai dit, bah, vous voyez, le temps perdu pour des conneries, vous voyez, si vous aviez simplement eu le minimum de décence de pas me faire chier pour une enveloppe après 70 colis, et également de reconnaître que j'étais venu dans les temps et que c'est pas ma faute si votre concierge fait bouchon, eh bien là, le temps perdu à faire des comptes d'apothicaire, je l'aurais jamais fait. Mais puisque vous voulez la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. Donc voilà, encore une fois, je n'invite pas à laisser d'avis aigre-doux sur la société Mailboxes à Paris. Mais bon, après, si vous le faites, j'ai pas de moyen de vous en empêcher. Hein, c'est pas de bol, quoi. Après, je ne dis pas que mes colis ont été endommagés, je ne dis pas que mes colis ont été volés. Ils ont correctement fait leur travail. Mais par contre, sur un métier non technique, non spécifique, l'absence d'intelligence commerciale se paye un jour. Toujours. Oui, parce Que que tu as le penses-tu de cette année? savoir-faire, t'as le savoir-faire et tu as le savoir-être, en fait. Et ton anecdote, moi, ce qui me frappe, c'est que dès que tu arrives et que Quand on monte au cocotier, il faut avoir le cul propre. Quand on eh commence à oui, réclamer 3 € à quelqu'un pour avoir laissé dormir une enveloppe sur une étagère un soir et une nuit où on n'est pas là, il faut être absolument certain que les décomptes sont bons. Et oui, non, puis ce qui est marquant, c'est qu'ils devaient te connaître à force. Et absolument. la première situation
sujet à ta discussion qui se présente, tout de suite, le premier réflexe, c'est dire, monsieur, c'est vous qui avez mal rempli l'adresse d'expédition. Ça, c'est Ah, ah, très dans l'air du temps aussi, hein. Quand on commet une malgré erreur, la preuve, j'ai screenshoté, j'ai fait la capture de l'écran en leur disant, dites-moi, s'il vous plaît, ce qui manque sur l'écran suivant. Et ils n'ont jamais répondu. Ils ont dit, bah, la prochaine fois, il faut l'écrire correctement. Mais dites-moi ce qui manque. Il y a le oui, numéro de la rue, il y a votre nom, il y a tout. mais ça, tu demandes de la logique, tu demandes de la réflexion et surtout, tu demandes aux gens d'assumer. Donc, en fait, ça peut pas fonctionner. C'est pas possible. Et ils m'ont même dit, j'ai oublié, mais je m'en souviens maintenant, ils m'ont même dit, déjà il y a quelques jours, en gros, vous avez rechigné à payer ce que vous deviez il y a quelques... J'ai pas rechigné. Je leur ai fait remarquer qu'à l'issue de dizaines et de dizaines et de dizaines de transactions, j'ai trouvé que le coût de l'enveloppe était peu commercial. Ça n'est pas rechigner, c'est faire remarquer que c'est pas sympa. Voilà la nuance. Bien sûr. Ah, Mais donc je t'ai comme coupé. tout le monde s'émeut d'un rien aujourd'hui, forcément, ils l'ont mal pris. Forcément. Mais c'est vraiment une difficulté d'investissement professionnel, hein. C'est vraiment un je m'en foutisme qui fait que j'ai le droit de m'en foutre. J'ai le droit de te dire que je m'en fous, mais tu n'as pas le droit de dire que c'était pas compris dans le contrat que je m'en foute. Donc, une Et fois que tu me le fais remarquer, ce sont des employés, enfin en tout cas la jeune fille avec qui j'ai eu cette interaction-là, qui remplaçait l'autre qui était enceinte et qui était beaucoup plus sympa d'ailleurs, qui je passe le bonjour si elle nous écoute, parce que celle qui l'a substituée, enfin celle avec qui j'ai eu affaire, à mon avis, quelque chose me dit qu'elle tombera pas enceinte, parce que je pense qu'elle faisait partie de la communauté des QIA+. Voilà. Enfin, ça, c'est une remarque à côté, mis à part, qui n'a rien à voir. Et puis, elle peut très bien tomber enceinte, d'ailleurs, par d'autres moyens. Enfin, ça ne nous regarde pas. Euh, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, à force de faire de l'humour noir, tu vois, je je te me suis perdu. parlais, je te parlais du je m'en foutisme global. Oui, Et c'est ce que je disais. Ça ne va pas dans sa poche. Ce sont des employés serviles. À quel moment est-ce que cette punition, enfin cette amende, entre guillemets, cette ponction de 3,50 €, qui en fait devait être 3,20 € pour avoir laissé une enveloppe sur une étagère, est-ce que ça va dans sa poche, Maxime? Non, ça va dans le chiffre d'affaires d'une boîte et elle est probablement en fixe. Ça ne change rien pour elle. Nada, que dalle, si, what's up? le risque qu'elle prend dans cette situation précise, c'est de t'offrir ces 3,50 € que ça se tâche et qu'on le lui reproche ensuite en interne. Mais quand tu peux pas faire le geste d'un point de vue numéraire, il faut que tu le fasses sur d'autres terrains. Il faut certainement pas que tu retournes la responsabilité contre la personne qui se présente à toi. Ça, c'est impossible, c'est inentendable. Mais Et ce c'est qu'ils comme ont ça. fait, alors écoute, après tout, ils gèrent leur clientèle comme ils veulent. Je te passe la petite morale qu'ils m'ont faite par écrit en réponse à mon tableur Excel. Ils m'ont répondu qu'en gros, dans l'entreprise, c'était comme ça, sous-entendu, monsieur, si vous aviez l'entreprise, vous sauriez. Bon, je De pas pense respecter faire, les contrats, pas je, respecter la je, grille de tarifs ouais, mais contractualisée. non, non, mais ils savaient pas, ils avaient, ils avaient pas encore l'info que, enfin, ils avaient pas encore remarqué que, je pense que tout seul, je dois faire plusieurs fois le chiffre d'affaires de cette succursale où ils sont quatre. Mais bon, ça, c'est un détail, évidemment, dont ils ne sont pas au courant. Parce que tout ce que je vous dis là, je le dis de la part de quelqu'un qui y est arrivé. Mon point de vue n'est pas théorique. Quand je vous dis qu'il est possible de fidéliser ses clients, moi, j'ai des clients depuis plus de 10 ans, Maxime. J'ai même des clients depuis 2006. On est en 2025. J'ai des clients qui me suivent passionnément. José, pour ne pas le citer, Cyril. J'ai les prénoms me manquent et puis ils ont peut-être pas forcément envie d'être cités. Moi, tu connais le fonctionnement de mes affaires dans les grandes lignes. Je suis la preuve vivante. Il est possible de réussir dans la vie sans être un rapia. Voilà. Et je suis désolé, aller réclamer 3,50 € qui sont en fait 3,20 € pour une enveloppe pour le compte de son patron
Pour être servile, c'est une attitude de rapia, voire de rapiapia. Voilà. Et ça ne décide en rien du bon devenir de l'entreprise. C'est même nul, parce que du coup, ils ont perdu un client. Et puis en plus, ils risquent de se prendre des mauvais avis Google, même si évidemment, je ne suis pas du tout en train de vous inviter à en laisser. Je dis que c'est un risque à courir. Voilà. Je Bah ne oui. fais jamais ça, hein, mais j'en ai marre aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je me vide de tout ce dont j'ai marre, commercialement parlant. Voilà, encore une fois, ils n'ont, ils n'ont pas commis de faute grave, mais je dénonce, je m'agace, je fais un peu Julien Courbet. Voilà. C'est ton tour. Je peux en raconter deux très courtes, s'il te plaît. Autant que tu veux. J'en ai une qui m'est revenue à l'esprit et qui illustre à la fois le manque d'intelligence commerciale et ensuite l'expression de l'intelligence commerciale, avec deux interlocuteurs différents dans la même entreprise. En fait, je vais commencer par celle-là. On se rend avec ma femme dans un hôtel. On va le citer puisque ça se termine bien, donc on va dire que c'est l'hôtel de Cavois à Fontainebleau. Et on était en train de faire un périple sur la route. On se dit, tiens, on va se faire une étape là dans un bel hôtel. Pour ceux qui ont regardé, c'est un bel hôtel. Et on se dit, bon, au moins, on fera une bonne nuit. On était tous les deux très fatigués. On avait besoin de dormir. On fera une bonne nuit. Alors, vous savez ce que c'est quand vous arrivez dans un hôtel, qui plus est en fin de journée. Vous prenez possession de la chambre. Faites pas forcément attention à ce qui se trouve dans la chambre ou à ce qui est absent de la chambre. Et puis, vous gagnez vite le rez-de-chaussée pour Mhm. vous désaltérer et vous restaurer. Par chance, en plus, cet Que hôtel je te possède, comprends. voilà, cet hôtel possède un très bon restaurant italien, donc le repas a un peu duré. Étant bon vivant, je me suis un peu fait plaisir et je suis remonté dans ma chambre vers, je sais plus, 23h, 23h30 Tout peut-être, rouge et tout rond. avec vraiment une furieuse envie de me reposer. Et là, je constate que le lit qui était prévu pour deux personnes, puisque la réservation comprenait bien deux personnes, et que la réception nous a vu arriver à deux personnes. Le Mhm. lit, lui, ne comportait qu'un seul oreiller. Alors, bon, bah, je dis Jusque-là, d'office, rien de grave. non, rien de grave. Alors, je dis d'office à ma femme, bah, écoute, tu me prendras cet oreiller, moi je vais appeler la réception, on va voir, etc. J'appelle la réception, et là je tombe sur un monsieur passablement, à mon avis, agacé, je ne sais pas quel cas il avait traité avant le mien, mais il me dit, ouais, bon, vous avez qu'un seul oreiller, de toute façon, on n'a pas d'oreiller de rechange, donc il va falloir vous en contenter. C'est une Il blague? me dit d'un ton un peu sec. C'est une blague. Maxime, tu Donc, plaisantes. non, non, je te jure que c'est vrai. Donc je lui dis, non, mais justement, C'est un hôtel de quelle catégorie, entre guillemets? 4 Enfin, étoiles, 4 étoiles, standing 4 étoiles. ouais, c'est impardonnable. Et donc donc je lui dis, non mais monsieur, vous avez forcément des oreillers de rechange. Ne serait-ce que quand tu te rends dans ce type d'hôtel, souvent ils ont des oreillers en fonction du type d'oreiller que tu aimes. Certains aiment dormir Pardonnable. avec des oreillers à mémoire de forme, donc ils fournissent des oreillers à mémoire de forme. Et lui il me dit, j'en ai aucun. Mais je lui dis, donc là, si j'utilise un oreiller et que je vomis sur l'oreiller, vous pouvez pas me le changer pendant la nuit. Non, on n'a rien du tout, monsieur, c'est comme ça. Je vous souhaite quand même une bonne nuit. Voilà, ton sec. Pardonnable. Bon, je me dis, et puis j'étais vraiment fatigué, je me dis, tant pis. Alors j'ai utilisé, tu sais, dans ces hôtels-là, il y a toujours un traversin, il y a toujours des petits coussins, des trucs comme ça. J'ai dormi avec ça. Évidemment, j'ai passé une mauvaise nuit. Le lendemain matin, je retourne voir cette personne qui a achevé son service. Je lui dis, écoutez, c'était pas acceptable ce que vous avez fait hier soir. Donc là, maintenant, je vais plus vous demander un oreiller, mais je vais vous demander un geste commercial. Geste commercial qui est refusé de prime abord. Donc, je lui dis, mais vous pouvez pas me le refuser. J'ai réservé pour deux. On est deux à vouloir passer une bonne nuit. Il y a qu'une seule des deux personnes qui a passé une bonne nuit dans les faits. Donc, non, 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 c'est hors de question, etc. Vous n'aurez rien. Bon, ok. Donc, je lui dis, bah, je veux les coordonnées de votre Rappelle-nous responsable. le nom de l'hôtel. Hôtel de Cavois à Fontainebleau. Mais ça termine bien. C'est pour ça que je donne le nom. Cavoy. C'est AVOYE. Ouais. C'est un bel hôtel, hein, qui est situé juste à côté du parc à Fontainebleau. En train de Vraiment, il est à regarder. côté des jardins et tout. Oh, C'est un bel endroit. t'es pas le seul à se plaindre du service, hein, quand même, hein. Bah oui, parce que la personne avec qui j'ai échangé à la fin de cette histoire, peut-être n'est pas présente tout le temps. Euh, et donc, bon, bah, je repars vraiment très mécontent et avec l'envie de contacter quand même la direction. Et dans les jours qui suivent, je contacte la direction. Et là, la personne que j'ai au téléphone et à qui j'explique cette histoire me dit, mais c'est pas possible. Je suis profondément désolé de ce qui vous est arrivé, monsieur.
Ça n'est pas acceptable dans un hôtel de notre standing. Vous allez immédiatement me donner le numéro de votre carte bleue et je vais faire un retour. Je vous offre la nuit. Vous étiez deux. Vous êtes une personne sur deux à avoir mal dormi, donc il n'y a pas de raison. Vous avez mal dormi, vous ne payez pas. Nous vous faisons moins 50% sur l'addition totale. Et j'ai reçu immédiatement un remboursement. Et elle a ajouté à ça, je ne veux pas que vous gardiez un souvenir négatif de notre hôtel. Mon hôtel est membre d'un groupe dans lequel il y a un deuxième hôtel en fait à Fontainebleau assez haut de gamme aussi. Et elle m'a dit la prochaine fois que vous passez par Fontainebleau, ce qui est vite vu, hein, moi j'habite dans l'est de la France, dès que tu vas vers l'ouest, tu passes plus ou moins proche de Fontainebleau. Euh, Surtout vous m'appelez avant et je vous réserve une des plus belles chambres de l'hôtel et cette fois vous aurez un traitement à la hauteur de ce que vous attendiez la prochaine fois, sans surplus. Voilà. Alors j'ai pas eu l'occasion d'y retourner pour l'instant, mais ça c'est l'illustration vraiment de l'intelligence commerciale de quelqu'un qui non seulement fait le remboursement partiel demandé, et qui en plus a l'intelligence de dire bah, j'ai quand même envie que vous restiez mes clients, vous revenez et la prochaine fois on vous traite vraiment, ce sera aux petits oignons, vous allez voir, ça va être super. Notamment, Puis-je faire du mauvais esprit, mais puis-je être un tout petit peu plus mesuré que toi? bah, vas-y. J'ai l'impression que c'est la réaction d'une personne qui n'en est pas à la première déconvenue des clients. Ah, c'est possible. Mais à ce moment-là, il faut former la personne qui reçoit les appels à 23h30. Parce que ça doit coûter cher à la longue de refaire des virements. Je suis au courant et je pense que tu l'es aussi du déficit de personnes de qualité dans les milieux de l'hôtellerie et de la restauration. Hmm. Je pense qu'ils sont confrontés, notamment en Île-de-France, à une population d'une culture dont la qualité première n'est pas la cordialité et la magnanimité et l'intelligence sociale. Et là, la personne dont je te parle n'était pas de cette population. Ah, C'est pour ah, ça que je suis vraiment parti très, très surpris et très, ah, très alors là, déçu. je dis le A de Denis Brognard. Ah, Non, mais eh c'était ben, costume 3 pièces, gilet, cravate, poli, se tient droit, impeccable. Hein. Je veux dire, le genre de personne, tu te dis, bah, ça va être super. Et là, pas, il te casse la baraque derrière. bon, eh ben écoute, en tout cas, remarque discriminante mise à part. Tu sais comme moi, ou si tu l'ignorais, je te le dis, pour avoir un petit peu fréquenté, enfin pour avoir beaucoup fréquenté l'hôtellerie ces dernières années, la pénurie de personnel compétent est infâme. Enfin, est terrible. Il y a un turnover de malade et bon, après les causes on les connaît. Hein. C'est mal payé, c'est des horaires de chien, tout ce qu'on veut. Mais je ne suis pas surpris et je crains hélas que dans ce coin, tout simplement la, vende, le, la responsable, puisque tu as eu affaire à une responsable, n'est tout simplement pas mieux à mettre en rayon, enfin mettre à l'accueil en ce moment. Et malheureusement, je pense que, enfin, en tout cas, elle a l'attitude de quelqu'un qui est au courant. Bon, en tout cas, moi, au final, hormis, enfin, au final, j'en garde un bon souvenir, alors que j'ai passé une très mauvaise nuit. Donc, c'est dire comme quoi, quand vous montrez un peu d'intelligence, vous êtes capable de rattraper de grosses erreurs. Parce que là, c'est vraiment une erreur grossière. Camarades, nous notons le rattrapage de haute volée de l'hôtel. Alors, résumons un petit peu les sociétés. Donc, nous avons eu les 2 euros de... qui était-ce, pardon, déjà, je perds la tête. Les 2 euros Pharmacie Clichy. de la pharmacie de la Porte de Clichy qui mérite, selon moi, on va dire une interrogation appuyée. Nous avons eu les 3,50 € ou 3,20 €, ça dépend si tu lis correctement un contrat ou pas, de la société Mailboxes à Paris, qui mérite votre attention. Hein. Après, si vous voulez leur confier vos affaires, après vous êtes libre. Hein. Mais bon, moi je ne le ferai plus. Vous avez les quelques centaines d'euros de chambre de l'hôtel de Cavois qui sont bien terminés, Fontainebleau, et nous avions juste avant cela les sièges auto, les sièges bébés de la boutique
Ah, j'ai pas donné le nom de la boutique, mais je peux le faire si D'accord. tu veux. Si tu veux, non, comme Mais tu veux, comme tu veux. je vais leur épargner de donner le nom de la boutique. Je vais épargner quand même. Parce que là, c'est vraiment juste à côté de chez moi. J'ai pas envie que. Ouais, je Très garde bien. ça pour moi. Mais par contre, je peux te donner le nom Alors, d'une dernière boutique si tu veux, parce que je t'avais dit que j'avais deux anecdotes. Celle-là, je te la raconte vas-y, en deux vas-y, minutes. C'est vas-y. la première fois que je me suis rendu donc dans la friperie parisienne dont je parlais plus tôt dans le podcast, enfin, du moins dont j'ai essayé de parler rapidement juste avant. En fait, donc cette friperie, c'est un ami qui me dit, bon tiens, rends-toi chez ce monsieur, tu vas voir. À l'époque, j'étais étudiant, je n'avais pas trop de sous. Tu vas voir, il a des vêtements de seconde main de qualité. Ah, tu m'en as Comme tu déjà le sais, parlé, oui. On en a déjà parlé. je peux donner le nom, hein, puisque c'est positif. Si tu veux qu'on le cite, on le cite. Euh, Tu es donc libre. c'est, Tu bah es un grand écoute, garçon, tu es libre de bah, partager ou pas son nom. écoute, j'ai beaucoup de plaisir à dire son nom puisque c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc c'est chez Amar, rue Nollet, dans le 17e arrondissement, si ma mémoire est bonne, 65 rue Nollet. Et donc il me dit, bah va voir donc Amar, il a des vêtements de seconde main, tu verras, c'est super. Si tu veux t'habiller correctement, commencer un peu à mettre les mains dans ce milieu, ça va t'intéresser. Et je me suis rendu chez Amar alors qu'elle a un style tout à fait particulier en matière de commerce. On aime ou on n'aime pas. Je pense que c'est un style je vais vous raconter, qui peut repousser certaines personnes, mais qui par contre fidélise à l'extrême d'autres personnes. Euh, Pas comme et, moi. et, et en ouais, il y a de ça. Et en fait, quand je me rends chez lui, je cite le nom de notre ami commun. Et Amar tout de suite me dit, mais je vois qui c'est. Oui, oui, effectivement, tu viens de la part d'un tel. Ah bah c'est super. Bah écoute, viens, allez, tu viens avec moi derrière. C'est une toute petite boutique, hein. Tu viens avec moi. Je vais te faire découvrir tel vêtement. Essaye tel pantalon, essaye telle veste, essaye tel manteau. Ça te va bien, ça te va pas. Avec un conseil personnalisé, quelqu'un qui essaye de savoir ce que vous faites dans la vie, quels sont même en plus quel est finalement le milieu socioculturel dans lequel j'évoluais à l'époque, pour ne pas me recommander quelque chose qui soit complètement en décalage avec le milieu que je fréquente, euh, et qui, si tu veux, fait preuve de beaucoup de taquinerie. C'est-à-dire que quand il a un mot d'esprit, il cherche pas, il te le dit avant de réfléchir s'il fallait le dire ou pas. Il te le balance, et après tu réagis comme tu veux. Quand t'as pas l'habitude, au début, c'est un peu bizarre. Mais ensuite, tu y prends goût parce que tu as vraiment une discussion d'échange de taquinerie comme ça qui est très amusante. Et donc là où Amar fait preuve d'une grande intelligence commerciale, outre le fait que lorsque tu lui achètes quelques vêtements, il a aucune difficulté à t'offrir une cravate, il a aucune difficulté à t'offrir un accessoire, voire quelquefois à te dire tu m'as acheté 3 chemises, la quatrième elle est offerte. On parle Rappelez-vous, là de... rappelez-vous, rappelez-vous toujours, pour ceux qui n'ont pas la fibre du commerce, que quand un négociant, un commerçant, un fournisseur vous offre quelque chose, vous avez l'impression que ça lui coûte le prix de l'étiquette. Mais ça lui coûte pas le prix de l'étiquette. Ça lui coûte le qui, prix de revient. qui plus est dans Et une le friperie. et qui plus est dans une friperie, le prix de revient tend tendanciellement vers zéro. Eh Parce oui, que ce qu'une cravate a payé, pardon, j'allais dire ce qu'une cravate a acheté une friperie. Le montant qu'une friperie a acheté une cravate, moi je vais te le dire, c'est entre 0 et 1 euro. Voilà. Parce que ce sont des successions, ce sont des trucs comme bien ça. sûr. La cravate a été achetée au poids avec le reste des dizaines de cartons de kilos de vêtements. Le prix de revient d'une cravate, allez, on va dire que si c'est une Hermès, une Lanvin, ça va être 5 balles. Et si c'est une cravate anonyme, ça va être 1 euro. Donc quand il t'offre une cravate, ou quand on t'offre une bouteille de vin, c'est pas un cadeau à plusieurs dizaines d'euros, c'est un cadeau à quelques euros en fait qu'on te fait. Et c'est ça, et on revient toujours à ma définition initiale. L'absence d'intelligence commerciale, c'est une mauvaise estimation de ce que coûte un geste rapporté à l'emmerdement qu'il va occasionner derrière. Absolument. Et donc, il faut savoir faire le cadeau et il faut être encore, quand tu es vraiment très très bon, c'est offrir quelque chose qui a un rapport direct avec les attentes du client, bien entendu, et l'univers du client. Et Amar a ce talent-là. Il est capable de t'offrir la cravate. Il dit, tiens, tu prends celle-là, tu vas voir tel costume après, tu l'accordes, tu vas voir que ça va matcher tout de suite. Évidemment, il t'offre une cravate, mais derrière, il te vend le costume. Et c'est super bien pensé. Et toi, tu te dis, tu as juste envie d'y retourner. C'est le seul commerçant de toute ma vie pour lequel une fois
Une fois, je suis allé le voir et c'est moi qui lui avais acheté. Je lui avais acheté une bouteille de vin et c'est moi qui lui ai offert une bouteille de vin et que j'ai acheté. Donc que j'ai payé plein prix TTC. Hein. Et je lui ai offert une bouteille de vin en remerciement de la façon dont il m'accueillait régulièrement. Tellement j'ai des bons souvenirs de mes passages chez lui. Ben, je Bref, vais être ça jaloux. c'est. Maxime ne m'a jamais offert une bouteille de vin. Alors Je là, t'es plaisante, bien vache parce que je entendu. me permettrais de te rappeler que je t'en ai offert une après l'enregistrement de notre première vidéo sur le vin, justement. Je t'avais offert Je, une bouteille de, je, de Montagne Saint-Émilion. Je m'en je souviens. plaisante, bien entendu, puisque non seulement Maxime l'a déjà fait, et en plus, il a été plus que serviable à d'innombrables reprises où d'autres personnes l'étaient moins. Et donc, s'il y a bien une personne dont je ne me plains pas aujourd'hui, bien au contraire, c'est Maxime je peux dire ton nom, bien sûr. Enfin, je pense que Bah, oui. de toute façon, c'est marqué, ouais, pas de problème. C'est bien Maxime Logereau. Voilà. Donc, ceci était purement de l'esprit. C'était purement de l'esprit. C'était pour faire un mot, mais tu l'avais de toute façon compris. Bien sûr. Donc là, voilà, bah, écoute, je t'ai livré 4 anecdotes, dont 3 positives. Moi qui ai l'habitude de râler et de dire plus de mal que de bien des gens, bah, finalement, j'ai fait l'inverse, je me suis forcé. Et en fait, autour de nous, quand on réfléchit un peu, on a encore la chance d'avoir des gens qui ont de l'intelligence commerciale. Mais c'est vrai que la médiocrité ambiante fait qu'on est plus facilement marqué par, par le manque d'intelligence commerciale Alors, et par ses effets. je vais maintenant t'en narrer deux qui sont des bonnes idées mal faites. C'est-à-dire que là, on est dans la nuance. On n'est pas dans la caricature, on est dans quelque chose qui part d'une bonne intention, qui décolle bien et qui atterrit sur 3 roues. Allons-y. Et je pense qu'à l'issue, sachant que nous n'avons pas abordé le gros morceau, je pense que le gros morceau sera l'objet d'une partie 2, que sinon on va terminer à 21 heures et il y a tellement de détails. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je pense que le gros morceau fera l'objet d'une partie 2, ou si tu n'es pas disponible, j'enregistrerai seul. Non, mais Je aucun veux pas, problème. On le je ne veux fera pas le ensemble. bâcler. Je ne On veux le pas le bâcler. fera. Ouais, On le fera ensemble parce que je suis ton témoin de moralité dans le gros morceau, puisque j'étais présent à quasiment toutes les étapes. Donc moi, voilà. je sais que tout ce que tu vas raconter est vrai. Alors, on le fera prochainement, et ce qui nous permettra d'utiliser notre expérience de la première fois. Je sais que j'ai mal paramétré mon micro dans la première séquence, la leçon. Bref, on essaiera d'être encore mieux la prochaine fois. Euh, donc là, je vous ai donné des exemples très 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 dépréciatifs. Maintenant, je vais essayer de vous donner des bons, mais malheureusement, comme c'est moi, je suis toujours très nuancé, toujours en nuance de gris, et c'est un bon un peu foiré. Je me suis rendu à alors je confonds toujours Deauville et Honfleur. L'une de ces deux villes, je crois que c'est Honfleur. Bref, j'aime bien Honfleur en hiver. Voilà, quand j'ai pas le courage d'aller au Pays de Galles, en Écosse, dans ces contrées-là, bah, on va en Normandie, on va en Bretagne. On a un ersatz sans la distance. Et nous, je dis nous parce que je n'étais pas seul. Et nous sommes passés dans, bah, de toute façon, à Honfleur, il y a quoi? Il y a des agences immobilières, no comment, il y a des galeries d'art contemporain, il y a des bistrots. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre. Nous sommes entrés dans une galerie où une pièce m'a attiré mon attention dans la vitrine. On a échangé rapidement avec la, comment ça s'appelle, pas une vendeuse dans une galerie, c'est une galeriste, qui est évidemment une employée, qui n'était pas la propriétaire. Et puis, on avait souri en coin avec la personne qui m'accompagnait en se disant, bah, comme d'habitude, quand il y a de l'argent et quand il y a de l'art contemporain, les galeries sont toujours jolies. Et on se demandait un peu si elles n'avaient pas été choisies au physique. Parce que c'était quand même un peu caricature. Pas désagréable à regarder, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Galeriste, c'est un peu comme hôtesse à Roland-Garros ou Miss Météo. Tu te dis que la sélection n'est pas forcément entièrement sur les diplômes et les concours. Hein. C'est quand même pas mal à la longueur de jambe et au nombre de dents qu'on découvre quand on sourit. Après tout, C'est on est su et accepté. déçus et acceptés. Ça s'appelle la discrimination positive ou le beauty privilege. Et puis, en tant qu'esthète,
Je préfère voir des gens beaux à des gens laids. Voilà, donc désolé pour l'opinion impopulaire, mais je préfère voir des gens sveltes et accortes à des gens trapus, antipathiques et patibulaires. Bon. Donc, jusqu'à présent, tu vas me dire, je ne vois ni intelligence commerciale, ni absence d'intelligence commerciale. Bon, on me présente l'artiste, enfin, on me présente l'artiste, on me montre, on me narre, on essaie de me faire connaître un peu l'artiste, on me montre la brochure dans ces cas-là, on ne parle jamais de tarif, l'idée du tarif vient à la fin, je demande à combien d'exemplaires et des espèces de lithographies en petite série, bon bref, il y avait une œuvre en pas inintéressante, en une espèce de toilage, un peu comme une tapisserie, et puis on me dit la petite c'est 8 000 euros, la moyenne c'est 10 000 euros et la grosse c'est 12 000 euros. Ça va faire bondir dans les auditeurs. Tout ça est très subjectif, très relatif aux moyens de chacun. Je ne dis pas que je l'ai acheté, enfin en l'occurrence je vous dis que je ne l'ai pas acheté, mais après tout, s'il y a des gens qui ont envie de mettre 10 000 euros dans une œuvre, eh ben, grand bien leur en face. Je ne suis pas petit et je n'ai pas ce réflexe petit de petit bourgeois jaloux, de choses qu'il ne peut pas s'offrir. Je prends bonne note de tout cela. Je, je conserve la brochure et puis évidemment, comme 9 fois sur 10 dans ces cas-là, j'oublie. J'ai reçu le mois dernier, Maxime, soit 1 an et demi après, un appel de cette jeune femme D'accord. qui me rappelle mon passage dans la galerie. J'avoue que j'ai eu un petit peu du mal à la resituer. Il m'informe de la nouvelle collection, enfin on n'appelle pas ça une collection, on appelle ça une nouvelle performance de l'artiste qu'elle avait noté que j'appréciais. Et là, je suis Ok. soufflé qu'elle ait pensé, archiver ses prospects. Archiver, pardon, ses prospects, et pas archiver ses prospects. Archiver ses prospects, et deux, à adjoindre quand même quelques précisions sur ce qui leur avait plu. C'est déjà, à notre époque, c'est déjà très très rare, admirable. Et à faire du call, ce qu'on appelle du cold call, donc de l'appel à froid, 1 an et demi plus tard. Ça, déjà, commercialement, je dis pas que c'est de la grande intelligence, mais c'est de la grande bravoure. Parce que tout le monde déteste, et notamment des petites stagiaires, des petits assistants. Tu leur fais faire du cold call, de l'appel à froid. Déjà, tu vas remarquer que elles seront pas enchantées, hein. Bah, ça, même les commerciaux ne le font plus parce que c'est vraiment l'exercice le plus difficile. C'est Donc, très très dur. Alors, je l'ai reçu donc avec une certaine aménité, puisque je sais à quel point c'est difficile. Et tu vas me dire, bah alors c'est une anecdote d'intelligence commerciale. Ouais, dans l'esprit, oui. Sauf que qu'elle avait juste oublié, c'est les arguments de la nouvelle de production, enfin des nouvelles œuvres. Donc me retracer, c'est très bien. Qualifier ma recherche, c'est très bien. Recontextualiser, c'est très bien. Et là, il manquait juste me donner envie. Et me donner envie, bah, ça s'est limité à me dire que la nouvelle production de cet artiste, dont je dirais pas le nom parce que je m'en souviens pas, tout simplement, euh, était, je cite, ouvrez les guillemets, très belle. t'es même pas invité à un vernissage ou quelque chose comme ça, non? C'est juste, Et là, voilà, là, la proposition est quand même, ça fait plouf, comme aurait dit Chirac. ouais, c'est dommage parce que c'était irréprochable jusque-là. Et en plus, Tout c'était la cet partie la plus facile. effort, tout cet effort pour me proposer quoi? Eh ben, tout simplement d'acheter. On sait tous que c'est le nerf de la guerre, c'est ce avec quoi on paye le loyer. On sait que c'est le but. Mais dans le luxe comme dans l'art, c'est un but inavoué. On doit arriver à ce but de manière chantournée, pas feutrée, derrière des portes capitonnées. On n'appelle pas quelqu'un pour lui vendre en cold call, en direct, une œuvre sur brochure, avec comme seul argument qu'elle est très belle.
Ouais. Ça me fait un peu Elle penser. aurait, Tu te souviens du clash entre Kali et Zemmour quand Kali a quitté le plateau en disant j'ai écrit un livre, il est très bien. Il n'avait pas eu le temps de le présenter, il était parti là-dessus. Ça me fait un peu penser à ça, quoi. C'est limité. Tu peux pas. Ça donne pas du tout envie à qui que ce soit de d'aller plus loin dans la recherche. C'est dommage. C'était vraiment la partie la plus facile, la dernière partie qui était de te dire que cet artiste s'était réinventé, ou au contraire approfondi ce qui t'avait plu la dernière fois. Où il y a des nouveaux motifs, des nouveaux paysages. Enfin, je sais pas, c'est un peu, ouais, c'est vraiment dommage. elle a passé, elle a franchi l'ensemble des haies et elle s'est pris les pieds ou elle a oublié qu'il y avait une dernière haie qui était susciter l'envie. Alors après, je sais que l'art contemporain est un milieu qui a ses codes, qui est très hermétique. Il y a plusieurs manières de susciter l'envie. Tu peux la susciter parce que le client a un coup de foudre, mais c'est relativement rare. Après, il y a des moyens beaucoup plus sioux de susciter l'envie et de parler de fiscalité. J'ai plusieurs photographes qui m'ont dit directement que ça permettait de défiscaliser, que si les œuvres étaient exposées, et je parle sous ton contrôle, mais je pense que tu le sais, si Mm. les œuvres sont achetées via une société et sont exposées dans les bureaux du dirigeant ou dans les locaux de la société, je dis bien accent grave, hein, pas ou bien, locaux de société ou accent grave, ils sont visibles du public au moins 1 ou 2 jours par semaine, alors ils font l'objet d'une déduction fiscale à hauteur de 30 à 50%, je crois. Je ne dis Ouais, pas c'est de tout à bêtises. fait ça. C'est tout à fait ça. Et puis, il faut qu'il soit accessible en public. Donc, c'est typiquement les salles d'attente chez les médecins, par exemple. Et tu peux faire passer ça en charge sur ta société. Donc, tu as à minima, avant autres avantages fiscaux éventuels, tu as à minima simplement une économie d'impôt sur les sociétés de 25%. Déjà. Il y a ça, il y a le fait que quand on achète un artiste vivant, je crois qu'il y a un autre avantage qui se cumule, qui m'échappe là sur le moment. Il faut que l'artiste soit vivant. Bref, il y a 2, 3 avantages fiscaux de la sorte. Certains artistes et certaines galeries n'hésitent pas à y recourir. Ils sont un petit peu plus, on va dire, ils sont un petit peu plus protestants ou judéo-protestants, et les autres sont un peu plus catholiques. C'est ce que je veux dire. Bon, moi, pourquoi pas? Moi, j'aime tout le monde, je suis ouvert à tout le monde. Mais par contre, tu peux pas, 1 an et demi après, faire un cold call, acheter notre artiste, elle est très belle, et bonjour à votre dame. Ouais. Ça suffit pas. C'est bien, mais ça suffit pas pour faire le virement. Alors, elle a dû entendre une certaine désillusion, ou déception, ou doute de ma part. Et ce à quoi j'ai fini par lui dire, ben, vous envoyez-moi des éléments graphiques, envoyez-moi une vidéo, une brochure, quoi que ce soit. Si vous avez mon téléphone, vous avez mon email. Donc là, elle lit mon email, parce que je vais évidemment garder pour moi parce que c'est mon email perso. Et ben, j'ai rien reçu. Ouais, c'est vraiment dommage, hein. Là, le soufflet est retombé. La Ouais, dernière c'est étape, dommage. la dernière étape. Le plus difficile était de faire monter le soufflet. C'était C'est pas, ça. ouais, Mais elle tu commençait à te convies, redonner envie 1 an et demi après, alors que tu te souvenais même plus de quoi elle parlait, et elle termine comme ça. C'est vraiment dommage. tu convies à un vernissage, comment ça s'appelle, les vernissages plus Oui, plus un ouais, vernissage collectionneur. Tu sais, il y a 2 vernissages. Il y a le vernissage où les gens viennent boire du mauvais rosé et piquer les petits fours, et il y a la veille, il y a le vernissage des gens qui achètent. Tu convies au vernissage collectionneur où tu dis, écoutez, voilà, l'œuvre d'un tel est en ce moment exposée dans tel hôtel à Honfleur, qui est notre partenaire. Si jamais vous avez envie de revenir dans le coin, n'hésitez pas à les contacter de notre part. On a une offre. Ou tu inventes n'importe quel événement, n'importe quel prétexte. Tu vois, c'est ça qui manquait. Alors, tu dis simplement, voilà un bon prétexte pour revenir passer quelques jours en Honfleur avec votre dame. J'aurais plaisir à vous revoir, d'autant plus que nous avons entré les nouvelles œuvres de Monsieur X. Voilà, tu vois. Il manquait le prétexte. Il manquait le Ah oui, prétexte. ah, c'est dommage. C'est dommage. Alors, je vais peut-être en passer une sous silence parce que je trouve que elle est un petit peu redondant. En fait, j'en ai 2.
je vais te laisser choisir. En tant qu'invité, tu vas choisir la dernière de la fournée. Là, on doit bien être à 1h30. Je pense que les gens ont compris le message. Mais attention, l'épisode 2 va vous réjouir. Je vous préviens. L'épisode 2 qui portera sur le cabinet comptable qui désormais s'appelle Inextinso de Cagnes-sur-Mer et qui avant s'appelait Philippe Antoniente, toujours à Cagnes-sur-Mer. J'ai promis de les citer. Vous allez voir. Enfin, c'est plutôt c'est eux qui vont voir dans les commentaires. Et vous aussi, vous allez apprendre ce que c'est que un service de qualité à la française. Je vais te laisser le choix donc entre la séparation de deux associés d'un cabinet d'architecture, d'un cabinet d'architecture d'intérieur slash rénovation d'appartements, qui est Mhm. ma proposition A. Et ma proposition B, c'est celle dont je disais qu'elle avait rapport avec l'automobile. C'est une auto que je voulais acheter. Là, je citerai pas le concessionnaire parce que ça pourrait me faire chier. Une auto que j'étais allé essayer. Voilà. Et le comportement du, du, du personnel. Est-ce que la première proposition implique un comportement différent de chacun des deux associés? Ça n'implique qu'une associée. Pas un peu les deux, un peu les deux. Bah, allons plutôt pour la première, alors comme ça, il y a deux intervenants plutôt qu'un. Alors, la première, et qui sera la dernière de la journée, est une anecdote à laquelle, sur l'intelligence commerciale, se double la logique féminine. Ah bah formidable, on Lo- va se régaler. logi- Logique féminine qui est toujours de dire une chose et de faire son contraire, et de générer des conflits là où on prétend qu'il n'y en a aucun, et de prétendre qu'il y a des conflits là où en réalité on est d'accord sur à peu près tout. Un de mes biens immobiliers, dont on ne parle pas forcément parce que il n'est pas forcément concerné par les affaires qu'on traite ensemble, mais qui se trouve à l'étranger, et que je loue comme un investisseur immobilier tout à fait classique, pas en Airbnb, a été acheté dans un état déplorable et a été rénové par les soins, enfin par mes soins, mais par l'entremise d'un cabinet de rénovation d'intérieur à Barcelone, que je ne citerai pas parce qu'il n'existe plus. Et pourquoi il n'existe plus? Parce que les deux associés ont fait bande à part. C'était deux femmes, une italienne et une sud-américaine, qui exerçaient là-bas, qui ont, dans l'ensemble, fait un travail correct chez moi. J'ai du positif, j'aurai du moins positif à dire, mais c'est pas le sujet. Le cabinet ensuite a géré l'aspect locatif de l'appartement après la rénovation pendant 3 4 ans et vers 2021 ou 22, quelque chose comme ça, elles se sont séparées. J'ai appris leur départ, même pas de la bouche des intéressés. Moi, j'étais plus le client de l'une des deux. L'autre, je connaissais son existence, je l'avais croisée, mais je n'avais pas travaillé directement avec elle. Et c'est leur assistant, leur assistante, c'est péjoratif, leur collaboratrice principale, unique, qui m'apprend que le cabinet va cesser d'exister en tant que tel, il va être renommé et qu'une des deux associées part faire son chemin. Et dans les semaines qui ont suivi, puisqu'il a quand même fallu qu'on continue un petit peu à collaborer, par curiosité personnelle, j'ai tenté de demander quel était le motif de la discorde. Et d'un commun accord de voix, dans une grande euphonie vocale, toutes m'ont dit qu'il n'y avait aucune discorde, que c'était simplement une approche différente des enjeux à venir, et que tout le monde s'entendait très bien avec tout le monde, mais qu'elles allaient quand même bosser séparément. Pourquoi D'accord. pas? Tu t'entends si bien que tu te sépares, mais après tout, pourquoi pas? Moi, je m'en fous. À la limite, ma préoccupation n'était pas de comprendre ce qui se passait entre elles. Ma préoccupation était de les remplacer. Donc, je trouve un remplaçant, donc finalement, qui est beaucoup mieux, pour gérer le locatif de cet appartement. Mais entre les deux, il a fallu procéder à, j'avais un ou deux achats de meubles, parce qu'évidemment, ceux qui nous écoutent et qui ont déjà fait du locatif, c'est que les locataires ont cette particularité qu'ils arrivent à détruire à peu près n'importe quoi en l'espace de 5 ou 6 ans. Donc,
dans un appartement avec un renouvellement annuel ou pluriannuel de locataires, comme c'est le cas dans cette ville, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent pour des semestres, des années, etc. À peu près tout ce que tu mets dedans, quelle qu'en soit la qualité, il faut savoir que entre 3 à 5 ans plus tard, c'est mort. Et puis c'est pas des prolos, hein. On parle d'étudiants qui viennent faire des MBA avec des parents qui allongent les sous. Bon, bref, ça c'est peu importe. Et donc je devais remplacer deux trois trucs. J'avais pas encore signé avec la nouvelle agence et j'ai fait savoir à cette collaboratrice, donc qui était un petit peu leur femme de confiance. Puis moi je l'aimais bien. Elle s'appelle Montserrat. Je dis ça parce que c'est le prénom le plus. Il y a des millions de Montserrat en Espagne pour des raisons de culture religieuse. Donc je dis à Montserrat, bah, écoute, j'avais son portable et tout, on s'entendait bien, elle me disait que j'étais son client préféré, machin, machin. Et je lui dis, bah écoute, je cherche ci, ça, une commode, un machin, un truc. Tu connais mes contraintes. Si à l'occasion tu as une idée, n'hésite pas à m'envoyer un lien. Je suis contacté quelques jours plus tard par par l'associé avec laquelle je n'avais jamais collaboré. Mhm. Donc je suis surpris. Elle prend de mes nouvelles et me montre un grand intérêt. Je suis d'autant plus surpris que, entre mon arrivée et le jour dont on parle, se sont passés 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que mon existence lui était indifférente. Tout à coup, mon existence ne lui est pas indifférente et tout à coup, il faut absolument qu'elle sache comment je me porte et quels sont mes projets. Elle devait vraiment bien s'entendre avec son ancien associé pour avoir l'idée de lui piquer son client préféré. Et merci d'avoir résumé et d'avoir spoilé la fin. Elle a essayé de me récupérer. C'est dire à quel point les raisins de la discorde n'existaient pas, et c'est dire à quel point l'entente était absolue. Qu'est-ce que ça aurait été sinon? Donc voilà, c'est une forme de, plus que d'intelligence commerciale, c'est une forme de rouerie commerciale. C'est-à-dire, je, je sépare mon portefeuille client de celui de mon ancien associé, mais j'essaie d'y intégrer des clients de mon ancien associé sans dire qu'en fait, on se fight. Eh oui. Et je mens à ce même client face à lui au début, et ensuite je le prends pour un con en l'appelant quelques semaines plus tard, en lui faisant croire que c'est une Et en démarche me, tout à fait spontanée et désintéressée, bien sûr. et en me proposant, évidemment, parce qu'elle m'a pas, t'imagines bien qu'elle a très vite craché sa pastille Valda, en me proposant une sélection de meubles et d'objets pour l'intégralité de l'appartement. Bah tiens. Et, moi, évidemment, t'inquiète pas que j'ai compris c'est pas mon premier investissement locatif. J'ai bien compris qu'il fallait faire le minimum avec ces gens-là, hein. De toute façon, quiconque a tenté de mettre des belles choses s'est fait mépriser, tout a été cassé, tout a été volé, etc. Donc maintenant, je fais comme tout le monde, je mets du Ikea, du Amazon, du La Redoute, du Sclum. Euh... Pardon, excuse-moi, j'ai un double appel. Maxime, Ah oui, je t'entends. je te demande pardon, j'avais tout coupé, mais mon téléphone a quand même sonné, je ne sais pas pourquoi. Euh... donc je te disais, Tu meubles donc avec du donc Ikea, la redoute. voilà, voilà. Donc je n'avais pas besoin d'un staging, c'est-à-dire d'une remise en valeur entière, mais c'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est très féminin de vouloir sauvegarder les apparences d'une séparation entre associés, tout en essayant dans le dos de l'autre de lui piquer ses anciens clients. Hmm. Son Tu client avais, préféré. Son, tu son avais. meilleur client préféré. Non, non, ça c'est la secrétaire, enfin c'est la collaboratrice. Euh, c'est, elle a- les associés ne m'appelaient pas leur client préféré, c'était simplement à force d'avoir affaire avec Montserrat, elle avait fini par me dire ça, mais en l'occurrence, Non, les mais associés, on elle se devait vous voyait, savoir. c'était plus formel, c'était plus froid.
Elle devait quand même savoir qu'il y avait une certaine sensibilité sur certains clients et elle devait à dessein tenter de taper dans ce carnet de clients sensibles. Voilà, taper dans le carnet de clientèle de son ancien associé. Toi qui es maintenant dans le business depuis, ça fait combien de temps maintenant que tu exerces? On doit être sur ta troisième ou quatrième année au moins, non? Voire cinq, non? De quoi que je fais mon métier actuel depuis Oui, oui. 2019, donc 6 ans Ah bah maintenant. tu vois, 6 ans. Tu vois maintenant, tu imagines maintenant, puisque tu es associé, tu imagines maintenant comment prendrait ton associé actuel le fait que tu tapes dans son porte, que tu t'en sépares et que tu tapes dans son ancien portefeuille client. Je pense qu'il le prendrait très bien. Ah bah, la pratique dans notre milieu, c'est de demander à l'ancien associé pour racheter son client. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais dans notre milieu, comme dans d'autres, hein, je sais que ça se fait aussi ailleurs. La réalité est bien souvent très éloignée de ça, À ton avis, malheureusement. à ton avis, la Sud-américaine a-t-elle demandé à l'italienne de racheter le profil Stéphane Edouard ou l'a-t-elle joué en fourbe par derrière? Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Ouais, je crois que c'est très clair. Bref, la suite au prochain épisode. N'hésitez pas à, n'hésitez pas à faire tout ce qu'on fait quand on vous propose du contenu, c'est-à-dire à le partager, c'est le plus important. Les pouces, c'est passé de mode. Principalement à partager les extraits concernés aux personnes concernées, à passer vos salutations à Maxime pour ceux qui le reconnaissent de la vidéo sur le vin qui remonte maintenant à 2017 ou 18, comme il le disait tout à l'heure, j'ai encore oublié. 1er mai Euh, 2018. le 1er mai, tiens. À me demander, parce que je pense pas qu'il a envie de les publier sous la vidéo, quoique, mais à me réclamer, pour ceux qui le souhaiteraient, des contacts professionnels, ou à moins que Maxime ne veuille les donner maintenant. C'est lui qui choisit. Bon, on mettra, si tu veux, on peut mettre un lien vers un Calendly sous la vidéo, un truc discret, si des Bon, gens ont alors envie voilà. de m'appeler. Mais voilà, on mettra pas On, plus. on mettra le nécessaire à contacter Maxime dans ses nouvelles fonctions sous la vidéo. Et on vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un exemple, un contre-exemple absolu de ce qu'il ne convient pas de faire avec Stéphane Edouard. Voilà, ça, j'ai fait preuve d'une grande patience avec le cabinet In Extenso de Cannes-sur-Mer, mais là, je vais être obligé, et ça a contribué en partie, je ne dis pas entièrement, mais en partie, à une grande fatigue de ces derniers mois qui m'a écarté de YouTube. Donc, sachez que je les accuse pas d'en être les uniques responsables, mais ça y a contribué et il est temps que l'on sache l'éthique en toc de ce cabinet que nous avons maintenant suffisamment cité et qui n'est pas tout à fait, je pense, prêt à entendre ce qu'il va entendre. Voilà, encore une fois, si vous avez envie de témoigner positivement ou négativement sur vos expériences avec ces entreprises-là, bon, moi, je vous invite pas à le faire, mais après, si vous le faites, ben, je suis les poings liés, je peux rien vous dire. Voilà, c'est vous qui voyez.